Je regarde le continent africain aujourd'hui. S'il y a bien un pays qui s'en sort bien sur ce continent entièrement, et en termes de croissance, de stabilité monétaire, c'est le Maroc. Et by far. Le Maroc se transforme, c'est ce que tu disais. Et on a une échéance de 2030. Les secteurs que je vois qui se développent le plus, c'est ceux qui reposent sur des besoins structurels un peu du Maroc. Un élément qui est très important pour nous, c'est la capacité des gens à prendre des décisions. Il y a des gens qui ne savent pas prendre des décisions. C'est-à-dire que procrastination totale, il n'y a pas d'économie qui se développe sans énergie. Quelle énergie tu as accès égale ton PIB. L'entrepreneur, lui, il a travaillé toute sa vie dans l'entreprise. Ouais. C'est son bébé, il y a une valeur sentimentale, c'est un peu son patrimoine. Quand il ouvre son capital à un fonds et quand on arrive à des discussions un peu financières et notamment de valorisation, nous, on essaye d'intervenir, d'expliquer aux deux parties quelle pourrait être une valorisation pour commencer les discussions. Parfois, le fonds lâche, parfois l'investisseur lâche. Quand je dis lâche, il trouve un terrain d'entente pour pouvoir faire le deal. Dans notre portefeuille, que ce soit moi ou mes associés, on parle au CEO tous les jours. Il y a un vrai sujet d'inclusion financière, il y a un vrai sujet de circulation de cash au Maroc. À un moment ou à un autre, ça va changer. Super content de vous recevoir. En plus, avant qu'on commence, je vous disais, ça fait tous les deux un moment que je voulais recevoir sur le podcast. Et donc là, enfin, on arrive à le faire et en plus à 3. Ce qui est une première d'ailleurs. Première fois que j'enregistre un podcast comme ça à 3. Donc Hatim, tu es le managing partner de MCP, Méditerranée Capital. Et Omar, le partner de Accuracy. Donc aujourd'hui, on va parler de plein de sujets, de PE, de private equity, d'investissement, de deal, d'écosystème marocain. Plein de sujets, si ça vous va bien sûr. Ravi de pouvoir parler d'un sujet qui nous passionne avec Hatim aujourd'hui. Et toi ? Pareillement. Parfait. Je pense qu'on peut commencer comme ça. On parlait avec Omar avant le podcast et on se disait que Hatim t'investissait beaucoup dans des personnalités. Il y avait beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises dans lesquelles tu investis, qui ont un fondateur qui a une personnalité forte, importante, qui a une vraie vision. Est-ce que ça fait partie de ta thèse ? C'est quelque chose qui est important pour toi ? Et aussi, l'autre question que je me pose, c'est comment on arrive à aligner la vision d'un fonds avec la vision d'un entrepreneur qui a une personnalité forte et qui a déjà une vision qui est vraiment en place ? Écoute, c'est deux très bonnes questions. En fait, je dirais, si on prend un peu de recul, par conséquent, on investit avec des personnalités, mais ce n'est pas la raison première de l'approche d'investissement, si tu veux. Les entreprises au Maroc, mais comme partout, sont portées par des hommes. Donc nous, ce qui nous importe le plus, évidemment, quand on investit, on a un certain nombre de critères, tu peux l'imaginer, mais l'un de ces critères, et si ce n'est pas le plus important, c'est la qualité du management team. Au sein de ce management team, donc évidemment, tu as souvent des équipes avec des forces, le financier, le SI, etc., etc. Et très souvent, il y a un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, il est très souvent, il est chef d'orchestre parce qu'il a construit quelque chose. Et pour ça, il faut une certaine dose de charisme, de stamina et d'énergie. Et donc, ça se reflète toujours dans la personnalité et l'image qui est dégagée. Donc oui, on investit souvent avec des personnalités, c'est vrai, mais c'est parce que d'abord on investit avec une équipe de gestion et au sein de cette équipe de gestion, enfin de cette management team, tu as une personnalité de leader qui se dégage et qui porte un projet, soit en tant que, on va dire, porte-parole d'une équipe, soit parce que c'est vraiment celui qui était à la manœuvre. Donc oui, c'est vrai que... C'est ce qui a fait en partie que c'est une belle boîte et donc on a envie d'investir. Oui, mais tout à fait. C'est pas forcément la thèse en soi. Oui, non, tout à fait. La vraie thèse, c'est de dire, est-ce que ce marché-là m'intéresse ? Cette boîte-là dans ce marché, qu'est-ce qu'elle fait ? Quel est son positionnement ? Et cette équipe de gestion, est-ce qu'elle est capable de relever les défis à venir ? Et donc derrière, qui est le leader ? Qui est le chef d'orchestre ? Alors c'est vrai que nous, quand tu prends quelques exemples, on a investi dans les entreprises qui sont devenues pour moi des très gros succès au Maroc, comme Agdital, avec un dirigeant qui s'appelle Rojdi Talib, qui a aussi une personnalité très forte, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de drive, toujours tout faire très rapidement. Et donc nous, quand on a quelqu'un qui porte un projet comme ça, ça nous rassure parce qu'on se dit qu'il y a quelqu'un qui a envie, autant que nous, voire plus, de voir le projet réussir. C'est pareil pour Monsef Belkhayat, à qui on a accompagné à 2 reprises, une fois dans Dislog et une fois dans une filiale d'EDM de dispositifs médicaux. Pareil, Monsef Belkhayat, il a une capacité
toi, tu le connais en tant qu'externe, mais pour avoir travaillé avec lui, moi, je sais que derrière, il est d'abord un fédérateur d'hommes et qu'autour de lui, il y a des dizaines de personnes supra-compétentes que lui arrive à fédérer, arrive à motiver et qui délivrent le job. C'est Mohamed Bouzouba de THC, c'est pareil. Nabil Ammar, que un jour tu connaîtras, de patron de Cash Plus, c'est aussi un incroyable fédérateur d'hommes. Donc, alors à la fin, effectivement, tu regardes le bottom line, tu te dis, tu te dis oui, aux investisseurs avec des personnalités, c'est pas la thèse. Après, sur la seconde partie de la question, je prends un peu de temps. Sur la seconde partie de la question, comment on aligne à la Ils fin, arrivent déjà avec une vision importante, un plan, et voilà, comment on aligne aussi la vision du fonds. voilà. Et vous, Donc, la première chose, c'est que nous, cette vision qui nous est proposée, on peut y adhérer ou pas. On n'y adhère pas, on ne fait pas. C'est aussi simple que ça. On y adhère, on fait. Et évidemment, derrière, notre travail à nous, c'est le cas échéant, si on considère que des choses doivent être améliorées, on propose. Et très souvent, en tout cas les personnes... une fois que c'est fait. Une fois que c'est fait, Ouais, même avant. dans la vie ça, de peut la- se faire, ça peut même se faire avant, en amont, dans les discussions de Ok. pré-transaction. On discute à quoi ça On peut pourrait créer un ressembler projet après. ensemble. On peut créer un projet ensemble. L'exemple le plus flagrant, enfin le plus marquant, pardon, c'est celui récemment qu'on a fait dans Dislog, dispositifs médicaux. Cette boîte, là on est en novembre 2025, cette boîte n'existait pas en janvier 2025. N'existait pas. Et aujourd'hui, je pense que c'est le deuxième opérateur dans son marché au Maroc. Et elle n'existait pas il y a 9 mois. Et c'est le fruit d'une co-conception avec Dislog et Melitana Capital, à laquelle s'est greffé aussi un de mes collègues dans le pays, CDG Capital. Mais on a ensemble réfléchi à tous les deux, Melitana et Dislog, on voulait aller dans ce marché des dispositifs médicaux, on voulait créer une plateforme d'agrégation d'opérateurs. Et donc, pouvait le faire, Dislog pouvait le faire seul, nous on pouvait le faire seul. Et on a choisi de le faire ensemble. Et nous, en tant qu'investisseurs financiers, c'est une situation qui est encore plus confortable parce que derrière, on sait qu'il y a le drive et le stamina d'un Mansab El Khayat et de son équipe qui vont faire en sorte de faire fonctionner ce projet-là. Donc oui, ça arrive qu'on puisse... Ouais, et c'est hyper co-construire. intéressant. Moi, même l'idée de se dire, on a co-construit une vision sur les dispositifs médicaux, on est allé jusqu'à créer la boîte, prendre des parts de marché, etc. C'est super intéressant. Ce qui m'intéresse aussi, c'est toujours sur cet aspect d'aligner plusieurs visions. Dans ce que vous faites, il y a des fonds, il y a des corporates, il y a plein d'équipes qui sont autour. Dans votre cas, vous, comment vous alignez toutes ces personnes? Alors pour moi, il y a deux questions. Il y a une question de temporalité, où il faut que ce soit le bon moment pour le fonds, pour l'entreprise qui arrive à un moment dans sa vie où elle a besoin de fonds pour développer une nouvelle activité, avoir un sujet de transmission. Et en fait, le fonds, il est là pour répondre principalement à cette question. Et le deuxième point, c'est la notion d'objectif. Le fonds, il a un objectif qui est de faire du rendement. Il rentre avec un prix d'entrée, une durée d'investissement dans laquelle il crée de la valeur, puis, in fine, il doit sortir. Et de l'autre côté, on a un entrepreneur, alors je prends un cas général, hein, où il a un investissement, enfin, il a une réflexion stratégique plus long terme. Et donc, il faut réussir à faire parler ces deux visions-là en termes d'objectifs. Et pour nous, ce qu'on a compris, en tout cas dans le travail qu'on fait chez Accuracy, c'est ça passe par la création de valeur pérenne, qui va matcher pour l'investisseur financier avec sa sortie, mais qui aussi va rester dans le temps pour pouvoir satisfaire la vision ou permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs stratégiques. Et donc chez nous, on essaye, en tout cas chez Accuracy, de mettre au centre du débat la stratégie et la finance pour que, in fine, les objectifs et les positions s'alignent naturellement. Pardon, je Non, mais, me permets de jumper sur un c'est le truc but. que tu dis, Omar. C'est clair, stratégie, finance et des gens comme toi permettent de créer de la cohésion autour de ça. Il y a un élément qui est très compliqué à mesurer. Et donc, je rebondis, enfin, je reviens sur la question d'avance, sur la personnalité, etc. Et moi, je suis de ceux qui pensent que quand tu as le bon partenaire, le bon management, franchement, BP, business plan, stratégie, tout ça, tu peux même dormir tranquille dans le sens où quand il va y avoir des difficultés, il y en aura. Quand tu as les bonnes personnes,
elles peuvent naviguer autour de ces difficultés-là. Elles peuvent des fois prendre des décisions qui te permettent, toi, en tant qu'investisseur, de peut-être réduire les pots cassés grâce à l'implication du truc. En marocain, on dit « rajel » ou « la machi rajel ». C'est très important parce que quand tu regardes les personnalités, nous, chez qui on a investi, et en fait, à chaque fois que ça s'est très bien passé, c'est qu'on a eu des leaders qui, à un moment donné, ont step up et qui ont, qui ont toujours arbitré soit en notre faveur, soit en faisant en sorte qu'on ne soit jamais lésé, parce qu'il y avait une question très souvent, pas d'honneur, mais une question d'obligation morale vis-à-vis de son partenaire financier. Et de vision très très long terme. Ouais, et puis de dire en disant, voilà, ces gens-là, ils vont gagner, ils vont être contents avec moi, et ils vont parler de moi en bien, et demain, d'autres investisseurs vont venir. Une grosse vision long terme. Et pour moi, là, le plus difficile, c'est vraiment la mesure de des personnes avec qui on va investir en disant est-ce qu'on les a, tu vois? Et donc, moi, si j'essaie de dire ça autrement, il y a un vrai fit qui doit s'installer entre la société de gestion et le management ou l'actionnaire historique. Et ce fit-là, un peu qui est limite sentimental, va permettre au fond d'accompagner quand ça va mal et à l'inverse, de se reposer sur un CEO ou une personnalité quand ça va mal, pour que toutes les visions soient alignées. Alors, ça, c'est le fit, il est humain. Il est humain, il est hyper naturel. Et moi, je peux te raconter des anecdotes où soit ça a super bien fité, ou soit ça n'a pas fité du tout. Je me souviendrai, je ne donne pas de nom évidemment, d'une management présentation où on présente un très bel actif. Et je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas senti le DG depuis la première minute. Et on fait la visite de l'usine, etc. Et il n'y avait que des ondes négatives entre nous deux. Il y a des choses que tu arrives à rationaliser? Là, ce n'était pas le fondateur encore, c'était le directeur général. Ça reste intuitif. Il avait des vibes par rapport au business, je trouvais très négatives. C'est très difficile de mettre sur un papier les énergies des gens, mais il avait des vibes très négatifs. Et donc, on arrive, après, on va s'installer après la visite de l'usine, on se pose en salle de réunion, on déroule un peu de documents qu'il présente. Et ensuite, on arrive au compte de résultat, une grosse entreprise. Hein, et elle gagnait un petit profit. Et donc, j'ai pas pu m'empêcher de faire la remarque. Tu dis, ouais, tu pour ça. Alors, il n'a pas supporté. Ça s'est mal passé. Ça s'est très mal passé. et un autre collègue a fait le deal. Et lui, s'est très bien entendu avec cette personne pour te dire que je pense que le fit est fondamental. C'est difficile à rationaliser. Après, plus on va en expérience. Moi, ça fait 17 ans que je fais ce métier. Plus j'arrive un peu, je pense, après je me trompe encore souvent, mais j'arrive à sentir l'honnêteté derrière les discours, les gens qui survendent des choses, je l'entends, j'arrive mieux à l'analyser. Et donc après, évidemment, tu as quand même plus de fit avec des gens qui sont directs avec toi, qui te disent, voilà, ça on peut faire, ça on ne pourra pas faire. À l'inverse, moi, j'ai fait des management press avec des fonds d'investissement et des partenaires de fonds d'investissement où on a été impressionné par la qualité du dirigeant. C'était très early stage. En sortant, la même chose que tu disais, BP, pas BP, on a eu un très bon fit. On sait qu'avec cette personne-là, on va pouvoir aller loin et on va pouvoir réussir à aligner les visions, que ce soit de l'entreprise et du fonds. De toute façon, je te donne une information. 100% des business plans ne se réalisent pas. Ouais. Donc, une fois qu'on a dit ça, tu donnes, on va dire... Mais ce qui ne veut pas dire que c'est un exercice pas important. Ce qui veut dire que ça ne se réalisera pas, mais il faut faire l'exercice pour comprendre vers où on va. Il faut faire l'exercice. Il faut avoir une base de discussion. Il faut avoir une base de discussion, il faut faire l'exercice. Et surtout, il faut s'assurer qu'on a les moyens de corriger les choses down the road. C'est ça le plus important, parce qu'un BP ne se réalise jamais. En revanche, en deuxième année, si les déviations sont significatives par rapport aux prévisions initiales, il faut se poser des questions. Il faut un management capable de se poser des questions, d'apporter des réponses et ensuite de naviguer et de prendre des décisions. Je pense qu'il y a, on pourra en parler, ce n'est pas l'objet du podcast forcément, mais aussi dans la liste, il y a peut-être 75 points de comment est-ce qu'on fait un deal ou pas. Il y a un élément qui est très important pour nous, c'est la capacité des gens à prendre des décisions. Et en fait, tu serais étonné, il y a des gens qui ne savent pas prendre de décisions. C'est-à-dire que procrastination totale,
jusqu'au jour où, en se disant, il arrivera ce qui devra arriver. C'est la fin, quoi. Je ne veux pas prendre de décision, donc je ferai ce qui me sera imposé par le sort, parce qu'à un moment donné, je vais arriver à tel ou tel truc. Ça, c'est des choses que tu as vues dans des investissements. J'ai vu, il y a des gens, des moments où tu te dis, mais il faut, allez-y, il faut, fonce, et des blocages. À l'inverse, tu as des gens qui prennent 10 décisions par jour, et je pense que 7 de bonnes, 3 de mauvaises. Mais c'est pas grave, parce qu'avec ça, on avance. Et dans nos métiers, puisque nous, tu l'as dit tout à l'heure, Omar, on est à la recherche du rendement, je précise, sur un horizon court-moyen terme. Donc 3 à 5 ans, c'est du court terme pour une entreprise. Donc ça signifie que 3 ans, ça passe, mais comme une fusée. Donc ça veut dire que pour y arriver, il faut être capable de prendre un certain nombre de décisions, et beaucoup, très rapidement, pour pouvoir y arriver et pour corriger le cap, le cas échéant. Si tu ne corriges pas le cap, tu n'y arrives jamais. Donc la capacité à prendre des décisions... Ça, c'est super intéressant, le point sur les décisions. Ce que tu dis, c'est qu'il faut en prendre beaucoup et qu'elles soient directionnellement justes. Pas minimiser le nombre d'échecs, forcément. Ça, c'est-à-dire que si tu optimises comme ça, tu te rates. Ouais. Et je pense que c'est aussi une discussion qu'on avait où tu me disais, Omar, le but, c'est aussi d'avoir un langage commun entre tout le monde dans le deal. Et ça passe aussi parfois par les chiffres. C'est-à-dire qu'il faut avoir une base de discussion pour pouvoir décider. Ou sinon, on parle un petit peu dans le vent. Alors, oui. Et très souvent, moi, ce que je vois quand il y a des petites tensions entre l'entrepreneur et... On ne parle pas de la même chose. Alors, l'entrepreneur, lui, il a travaillé toute sa vie dans l'entreprise. Ouais. C'est son bébé, il y a une valeur sentimentale, c'est un peu son patrimoine. Quand il ouvre son capital à un fonds et quand on arrive à des discussions un peu financières et notamment de valorisation, très souvent, il peut arriver qu'il y ait des déceptions. Quand le fonds arrive en disant attends, j'ai retraité ça, le fonds fait son travail, là encore. C'est une base de discussion. Nous, on essaye d'intervenir, d'expliquer aux deux parties quelle pourrait être une valorisation de discussion pour commencer les discussions. Et après, parfois le fonds lâche, parfois l'investisseur lâche. Mais en tout cas, quand je dis lâche, il trouve un terrain d'entente pour pouvoir faire le deal. Mais c'est vrai que parfois l'entreprise, quand elle ouvre son capital pour la première fois, vu cette valeur sentimentale qu'elle a, il peut y avoir quelques petites déceptions sur la valorisation. Un jour, j'ai lu que pour faire un bon deal, c'est quand les deux parties ressortent de la salle de réunion légèrement insatisfaites, des deux côtés. Vous pensez que c'est vrai ? Ouais, c'est pas faux, parce que c'est forcément le cas. C'est-à-dire que tu n'as jamais vu une opération où le vendeur obtient ce qu'il veut depuis le début, ou l'acheteur. Donc il y a forcément, une fois que tu as fixé une valeur de discussion, peu importe, et à chaque fois, forcément, tu vas aller vers le point d'entente, et donc c'est un pas que chacun doit faire vers l'autre. Mais c'est un pas que tu n'es pas forcément obligé d'appeler insatisfaction. C'est juste un pas vers une entente. Mais je pense qu'il faut pas la valo, c'est quelque chose d'important. Mais pour moi, c'est vraiment pas le plus important côté entreprise. Parce que j'ai aussi accompagné des entreprises qui ouvraient leur capital au fond. Donc en effet, la valo, c'est un des drivers. Mais il y a deux autres points qui sont quand même très importants pour eux, qui sont de certaines manières liés à la confiance. Il y a une confiance sur les hard skills, je vais dire ça comme ça, c'est la capacité du fonds à démontrer qu'il va t'aider à passer un cap, à aller à l'étape supérieure des objectifs stratégiques. Ça passe par le track record du fonds, la qualité de l'équipe de gestion, aussi la capacité de l'aider dans sa vie day-to-day, en termes de gouvernance, en termes de parler aux banques, des choses très basiques, mais qui vont permettre d'améliorer, sur les hard skills, d'être meilleur. Il y a un autre sujet très important, comme on l'a dit, on l'a déjà un peu évoqué, c'est le sujet un peu ce que j'appelle du soft skill, c'est la relation de confiance que tu crées. Et je pense que les gens qui, dès le début, dans un process, les équipes de gestion qui arrivent à créer cette confiance un peu relationnelle, humaine, ils prennent de l'avance sur tous les autres, même s'il y a des valos qui peuvent être plus élevés. Mais c'est parce qu'ils créent un climat de confiance. Il ne faut pas oublier, on vient de la PME marocaine, traditionnelle, pas habituée à ouvrir son capital. Et donc, il y a un vrai trust à avoir envers la personne avec qui tu ouvres ton capital, parce que l'entrepreneur, il doit être capable de t'appeler, de te dire c'est quoi ses problèmes. Ce qui n'est pas évident pour la PME familiale marocaine. Il cherche un partenaire qui va monter avec lui sur son bateau et qui est capable
de rester avec lui même quand la mer elle est agitée, même quand il y a des sujets et qui... je pense que toi, tu vois ça souvent, un peu même du coaching envers ces CEO-là. Et ou justement, ces- sur la ces partie hard managements. skill, à quel point bah, par exemple, sur les prises de décision, à quel point on aide sur les prises de décision, à quel point on est présent ou pas En fait, en tant que partenaire. deux cas de figure, c'est Mohamed, deux cas de figure. Le fonds est majoritaire, le fonds est minoritaire. Ok. Au Maroc, 3 quarts des opérations sont des opérations dites minoritaires. D'accord. Ce n'est pas le cas forcément dans d'autres contrées, en Europe, aux États-Unis, où on est dans les schémas de transmission, on a beaucoup de deals majoritaires. Au Maroc, on n'y est pas encore, on y va. Il y a de plus en plus d'opérations majoritaires, mais on est sur un marché encore principalement minoritaire. Donc sur la partie minoritaire, et nous chez Méditerranée, on fait les deux, minoritaire et majoritaire, et au Maroc, on fait principalement du minoritaire. L'image qu'on peut te donner, c'est que tu es dans une voiture, le majoritaire, il a le volant, toi tu es assis devant à côté de lui, et tu conduis pas, mais tu l'aides à prendre les bonnes décisions sur la route. Mais s'il veut prendre la voiture et l'envoyer dans le mur, il peut. Si tu lui demandes de sortir à la prochaine sortie et qu'il ne le fait pas, il peut, bien sûr. Alors évidemment, tout un tas de protection juridique pour empêcher de prendre ce type de décisions sans ton accord lorsqu'elles ont des conséquences stratégiques importantes. Donc ça, il y a tout un arsenal juridique, si tu veux, de base de protection de l'investisseur minoritaire. Mais au fond des choses, c'est vraiment un travail de coaching que Omar vient de mentionner. En fait, plus que du coaching où on essaye je vais le dire autrement, nous on essaye de faire en sorte de poser les bonnes questions, peut-être des questions posées de manière, des questions différentes peut-être de ceux auxquels ils pensent en général. On lui pose certaines questions et ensuite on l'aide à trouver les réponses et de faire en sorte que ces réponses soient suffisamment convaincantes pour prendre des décisions. Donc c'est vraiment, on a ce rôle-là, il faut, je pense, intelligemment connaître sa place. Tu peux avoir des gens qui sont minoritaires et qui du coup se disent parce que j'ai des droits contractuels, maintenant c'est moi et je te dis quoi faire. Ça se passe jamais comme ça et c'est le meilleur ingrédient pour le failure. En revanche, si tu as l'intelligence émotionnelle de comprendre qui doit diriger, et toi ton rôle c'est vraiment de s'assurer qu'on est toujours aligné sur les mêmes objectifs stratégiques, et donc tu accompagnes, tu poses des bonnes questions. Là, tu crées un climat et tu crées un forum de discussion et d'échange qui est très sain. Moi, je pense que dans le portefeuille, que ce soit moi ou mes associés, on parle au CEO et au DG et au majoritaire tous les jours. Tous les jours. Il y a tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un groupe WhatsApp ou dans une portfolio compagnie, il n'y a pas un groupe WhatsApp où il n'y a pas 10 à 20 messages par jour. Vous êtes quand même super présent. Ouais, tous. Mais c'est pas parce qu'il faut le faire, etc. Mais c'est tiens, je vais rencontrer un tel demain, est-ce que tu le connais? Ou j'ai envie d'aller voir telle banque, est-ce que tu peux les appeler avant, leur dire qu'on va leur demander tes trucs? Est-ce que demain on va recruter, j'ai reçu un CV, est-ce que tu le connais? Des choses comme ça. Et donc, c'est des échanges permanents. J'ai un rendez-vous avec tel truc pour une acquisition à l'étranger. Que tu penses? Viens avec moi à la réunion. Donc, c'est ce genre d'échange, il se crée, ce que disait Omar, ce climat de confiance. Et ensuite, on est ensemble dans la création de valeur. Il faut bien comprendre que beaucoup de ces personnes-là, ces entrepreneurs, même quand ils sont seconde génération ou troisième génération, ils sont souvent tout seuls. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça. La solitude du dirigeant, c'est un élément très important. Et en fait, des gens comme Hatim, ils apportent le support pour qu'eux puissent réfléchir, penser à autre chose. Quand tu es tout seul, tu peux aller droit dans le mur. Si personne ne te le dit, tu vas droit dans le mur. Et des gens comme Hatim, ils sont là pour pouvoir apporter cette ouverture d'esprit et même ouvrir des portes business, financières. Et cette partie de discussion est très importante pour en fait éclaircir les idées. Pour n'importe quel dirigeant d'entreprise, je pense que cette notion de solitude, avoir quelqu'un sur qui se reposer, c'est très important et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et quelqu'un qui a les mêmes intérêts, puisqu'on est tous ensemble au capital, donc l'intérêt il est unique autour de l'entreprise. Donc oui, tout à fait. Donc nous, on le ressent beaucoup.
Sur la prise de décision, est-ce que tu as un conseil, je sais pas, qui te vient en tête que tu as déjà dit la plupart du temps? Je pense que c'est un problème que tout le monde a. Enfin, moi, le premier, parfois j'ai du mal soit à décider déjà, Ouais. et ensuite parfois à bien décider, mais déjà juste le faire, parfois c'est le plus difficile. Tu as des conseils que tu donnes souvent? Non, je pense que bon, j'ai pas de recette, de conseils, si tu veux, clé en main. Mais je crois que nous, notre pression du temps, parce que nous, contrairement aux propriétaires ou à l'actionnaire majoritaire, nous, on a une pression du temps, lui n'a pas de pression du temps. Or, donc on essaye d'inculquer cette pression du temps, qu'ils comprennent que création de valeur rapide pour nous, c'est aussi création de valeur rapide pour lui. Et donc, du coup, quand cette notion du temps, elle est imprégnée chez les gens, et bah, du coup, naturellement, il y a une accélération de la prise de décision. Il y a, et donc, on essaye. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, régulièrement, on pousse en disant, voilà, il faut agir. Tu peux avoir des exemples où très souvent, c'est peut-être un cas qu'Omar mentionnera parce que c'est sa spécialité, lorsqu'une entreprise fait un build-up, une acquisition d'un concurrent dans un nouveau marché, bah, très souvent, tu avances et ça ne se fait pas, pour 1000 raisons. Et donc, tout l'enjeu pour nous, c'est ensuite, dans les vestiaires, c'est de dire au patron, c'est pas grave, on reprend demain les recherches. Le monde, c'est pas grave, c'est bon, on ne s'est pas mis d'accord. Ça ne veut pas dire que ce qu'on veut faire n'est pas bon. Donc, allez, ce soir, on est déçu, mais demain, on reprend les recherches et on continue la stratégie. Tu vois, là, j'entends coaching. Le lendemain, j'entends accélérateur. Et en fait, le fond, c'est tout ça en même temps. C'est vraiment un accélérateur de création de valeur, un coaching pour les CEO. Et c'est un peu le cercle virtueux pour qu'une ouverture de capital à un fonds d'investissement, elle puisse réussir. Ouais. J'aimerais bien on va parler de build-up. Je pense qu'il faut qu'on y revienne et qu'on en parle en détail. Mais vous avez tous les deux eu une expérience longue au Maroc. Donc vous avez vu l'évolution sur les 10-15 dernières années. Entre le monde des deals, du private equity, de l'investissement d'il y a 10 ans et aujourd'hui, est-ce qu'effectivement ça a beaucoup changé? À quel point? Qu'est-ce qui a changé depuis? Moi, je vais me placer du côté conseil. Bien sûr, ça a beaucoup évolué depuis une dizaine d'années. Le marché, il est plus rythmé. Nous, on a beaucoup plus de missions qu'il y a une dizaine d'années, plus ouvert, avec de nombreuses opérations primaires. Donc primaires quand l'entreprise ouvre pour la première fois son capital à un fonds d'investissement. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a des success stories qui ont permis de montrer et d'inciter les gens à réaliser de plus en plus d'opérations. On voit qu'il y a du secondaire qui commence à se développer, qui n'était pas le cas avant. Hein. Moi, je peux donner un exemple. Des entreprises qui ont déjà fait une opération. Alors, le secondaire, c'est quand une entreprise veut passer un nouveau cycle de vie. En fait, le fonds sort et c'est un deuxième fonds qui prend la place du premier fonds. Nous, ça ne nous est jamais arrivé, mais en ce moment, on a 2 opérations secondaires sur lesquelles on travaille en ce moment sur le marché marocain. Donc, oui, il a vachement évolué et je pense que les chiffres de l'AMIC, ils confirment ça. Je pense, et tu me corriges, parce que Hatim, c'est l'ancien président de l'AMIC, donc il maîtrise bien aussi tout ça. Je crois 2018-2024, c'est 9 milliards d'investissements, selon l'AMIC. Ouais, c'est pas loin, ouais, c'est ça. Et le cycle d'avant, 2012-2017, c'est 3 milliards. Donc, il y a x3. Donc, vraiment, pour le coup, on voit qu'il y a un développement. Alors, après, il y a plein d'autres raisons. Il y a le fonds Mohamed VI qui est là, qui a injecté aussi de l'argent, qui rassure le marché, qui pousse à, je dirais, la professionnalisation du marché, quelque chose qu'on ne voyait pas. Là où il y a 10 ans, c'était des opérations opportunistes. Aujourd'hui, les entrepreneurs, dans leur vision stratégique, ils se préparent à ouvrir leur capital. C'était des choses qu'il n'y avait pas avant. Et dans leur plan stratégique, il y a un moment dans ma vie, je vais ouvrir mon capital. Voilà, c'est ce qui a un peu évolué. Après, on n'est pas du tout à maturité. Il y a encore plein de choses à faire. Quand on voit les économies développées, il y a des fonds thématiques, des fonds sectoriels. Là, on est encore au début de ça au Maroc. Le fonds Mohamed VI aide avec des fonds spécialisés ou thématiques, mais on n'y est pas encore. Alors, je ne sais pas, toi, ta vision. Non, mais elle rejoint la tienne. Hein. Je pense le private equity, ce n'est qu'un élément parmi d'autres dans une économie. Au Maroc, le PI existe depuis 25 ans, à peu près.
Moi, je l'ai vu sur les 17-18 dernières années. C'est clair qu'aujourd'hui, le pays d'aujourd'hui, son image n'a rien à voir avec celui d'il y a 10 ans et encore moins celui d'il y a 20 ans, pour plein de raisons. La première, c'est déjà lié à notre pays. Parce que pour qu'un métier puisse éclore, il faut quand même qu'il y ait qu'il y ait un terrain de jeu qui soit propice. Première chose déjà, que tu le vois en 25 ans, et moi depuis 17 ans, et puis depuis 10 ans, notre économie s'est totalement transformée. Elle est en train on voit émerger plein de nouveaux acteurs. Tu regardes aujourd'hui, il y a des entreprises super performantes, c'est pas celle d'il y a 15 ans. C'est celle d'il y a 15 ans, tu étais souvent en fin de parcours des entreprises de la génération d'avant. Et aujourd'hui, il y a des entrepreneurs, des dirigeants qui ont fait monter des boîtes qui, il y a 15 ans, n'existaient pas et qui sont maintenant top 5, top 10, top 20 dans cette économie-là. Pour les plus grosses, mais plein de PME, moyennes et petites entreprises qui se sont lancées dans plein de secteurs, autour des métiers automobiles, autour des métiers dans le service. Tout ça, voilà, les leaders outsourcia et autres. CRM, BPO. CRM, BPO, etc. Aujourd'hui, il y a 15 ans, ils n'existaient pas du tout à ces niveaux-là. Intelsia, Outsourcia, donc c'est des success stories marocaines qui ont démarré entre 2005 et 2010 et qui sont maintenant ce qu'elles sont maintenant. Donc je pense que premier phénomène pour moi, c'est vraiment ce pays. On a de la chance, et je vais y revenir. On a vécu un développement économique très fort. C'est jamais assez, etc. Mais on a un pays qui a permis l'arrivée du pays, du private equity. Et pourquoi je dis que c'est vraiment un plus? C'est parce que, et nous on connaît bien le continent africain puisqu'on investit partout. Je regarde le continent africain aujourd'hui, c'est sans pousser de cocorico, mais s'il y a bien un pays qui s'en sort bien sur ce continent entièrement, et en termes de croissance, de stabilité monétaire, c'est le Maroc. Et by far. Donc, cette stabilité. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça attire de plus en plus d'opérateurs internationaux, y compris dans notre métier, qui se désengagent des autres géographies pour revenir vers le Maroc. Donc, ça ramène de l'appétit pour le Maroc. Donc, ça crée des nouvelles opportunités de deal. Donc, ça, je pense que ça a été un cercle vertueux qui est lié vraiment à notre pays et à son économie. Derrière ça, le private equity, pour les raisons que tu as dit, et notamment une accélération de la création des nouveaux fonds récemment, dont le fonds Mohamed VI, dont l'initiative du fonds Mohamed VI pour l'investissement, a permis de créer plus d'argent disponible, plus de nouvelles équipes, et ça va créer encore plus d'opérations, comme tu dis, secondaires. Donc je pense que les échelles sont différentes. Moi, je me souviens, quand j'étais rentré, on parlait d'opérations, des fois, 5 millions de dirhams, 10 millions de dirhams, dans le pays. Hein. Dans le pays, je ne parle pas du VC. Le VC, évidemment. Dans le pays, c'est 1 million, 10 millions, 20 millions de dirhams. Aujourd'hui, tu entends 500 millions, 1 milliard de dirhams. Évidemment, il y a encore plein d'opérations. Il y a quand même un changement de dimension. Ouais. Voilà, changement de dimension de ce pays. Et le pays surfe sur cette vague-là, s'est professionnalisé. Il y a eu quelques équipes au début qui n'ont pas réussi enfin en tout cas qui ont loupé le coche. D'autres équipes ont survécu, se sont encore plus professionnalisées, ont développé, ont levé le fonds 2, le fonds 3, le fonds 4, le fonds 5, et maintenant sont très solides techniquement. Donc je pense qu'on a on a un pays qui est très différent. Vous avez parlé de ces boîtes qui parfois n'existaient pas il y a 10-15 ans et qui sont beaucoup développées. Peut-être on peut revenir sur le sujet des build-up, parce qu'il y a certaines qui l'ont fait par build-up, pas toutes, mais certaines l'ont fait par build-up, donc par acquisition, par croissance externe. Par exemple, Dislog et La Profan, qui sont deux exemples sur les dernières années. Ou Mutandis pour sortir un peu de l'environnement méditerranéen. Ouais. Ou Mutandis, exactement. C'est quelque chose qui n'existait moins il y a 10-15 ans, que vous avez vu se développer depuis, que vous voyez de plus en plus se développer récemment? Alors c'est un modèle économique, c'est un modèle d'accélération qui existe dans les économies un peu plus développées. Alors il est vrai que nous au Maroc, on n'est pas forcément habitués parce que c'est des opérations successives dans un laps de temps assez court. Et donc, ce qui veut dire sortir sur le marché, parler aux investisseurs, lever des fonds, lever de la dette. Ça reste quand même un des modèles successful dans l'économie en général.
parce qu'il permet rapidement d'arriver à des leaders. Et Dislog aujourd'hui, comme tu disais, sur certains secteurs, je pense la logistique ou l'équipement médical, il commence à être leader dans son secteur au Maroc. Mais il faut faire attention à ces build-up-là. Il y a certains challenges qu'on ne retrouve pas dans d'autres typologies de deals. Le premier, je pense que tout le monde est au courant de ça, c'est la bonne réussite de l'intégration. Quand on rachète 3-4 entreprises, c'est 4 équipes différentes, c'est 4 ADN différents, c'est 4 systèmes de fonctionnement différents. Il faut s'assurer de bien les intégrer. Le deuxième, c'est les synergies. Le build-up, il réussit que quand on crée des synergies. Parce qu'on achète une entreprise et il faut, pour qu'on gagne de l'argent, en fait, il faut qu'on réussisse à concrétiser des synergies. Et le troisième challenge pour moi, c'est la pression un peu financière qu'il peut y avoir. Un build-up, il doit être très bien calibré en termes financiers. Bon, il y a des exemples internationaux de build-up qui peuvent ou qui ont raté en France notamment, mais un build-up qui est mal calibré peut mettre de la pression sur la trésorerie du groupe. Et donc pour moi, c'est un modèle successful, mais qui repose sur des prérequis ou des éléments très solides qui sont avoir une vision claire de là où on veut aller en termes de build-up, d'avoir une équipe. C'est comme une équipe de gestion, en fait, mais une gouvernance rodée avec une équipe d'intégration qui soit très expérimentée et être au niveau financier très rigoureux dans le suivi. Donc, les 3 risques que tu disais, c'est les gens. On peut avoir un problème entre les 2 équipes, éventuellement. C'est d'intégrer les gens. L'existence réelle des synergies. Et l'éventuelle pression financière. C'est quelque chose que tu vois aussi, Hatim Oui, moi, contrairement à ce que tu peux penser, je ne suis pas un chantre du build-up. C'est-à-dire que pas forcément la voie naturelle. Non, et effectivement, pour les raisons que vient de dire Omar, chaque cas est particulier. Quand tu fais une acquisition, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'acheteur est toujours perdant, et c'est le vendeur qui gagne. Pourquoi ? Toujours. Mais alors là, pour le coup, toutes les études le démontrent. C'est Pourquoi ? les synergies, quoi, les fameuses. Non, parce que lui, il a un biais, qu'il connaît sa boîte, et toi, acheteur, tu ne connais pas en fait ce que tu achètes. Malgré tout le travail qu'Accuracy peut faire, etc., la réalité, c'est qu'il y a un biais. L'objectif, c'est d'avoir le moins d'asymétrie d'information, mais il y en a toujours moins un peu. Il y a une asymétrie tellement forte que l'acheteur prend un niveau de risque qui est significatif. Donc ça, c'est un premier élément. Et d'où l'importance que vient de souligner Omar, c'est pour compenser cela, il faut qu'il y ait des synergies. Il faut qu'il y ait des synergies parce qu'en général, on achète un profit, un EBITDA, mais ce qu'on découvre, c'est très rarement ce qu'on a acheté. Et si tu n'as pas les synergies pour compenser ou pour dépasser, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Après, tu peux le faire pour des raisons stratégiques, de portfolio of products, etc. Donc, il y a plein de raisons. Mais si tu veux raisonner en termes financiers, c'est clair que je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut les synergies. Il y a la gestion des équipes dont tu parlais. En fait, elle est théorisée comme étant ce qu'on appelle les différences culturelles. Et donc, en fait, tu serais étonné de savoir que même au Maroc, dans le même secteur, dans 2 boîtes différentes, tu peux avoir des cultures d'entreprise très différentes, très différentes. Et donc, ensuite, s'il y a vraiment, ce n'a pas été anticipé en amont de la compréhension profonde et intime de la culture d'entreprise de la cible, on va au-devant de problèmes. Tu les as identifiés. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que ne fais pas des build-up qui veut. Il faut vraiment avoir... tu disais l'exemple de Dislog. Dislog a une équipe de développement et de stratégie nombreuse et bien staffée pour pouvoir absorber ça. D'autres l'ont, mais ceux qui ne l'ont pas, ça ne s'invente pas. Donc, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. Il faut le faire. Évidemment, il y a une opportunité. Pourquoi pas ? Il faut regarder. Mais ensuite, il faut tout de suite se dire qu'est-ce qu'on en fait après et comment ça s'intègre. Et avec qui ? Est-ce que moi, le DG, je suis basé à Casa, est-ce que demain, je vais acheter une boîte qui est à Oujda ? Est-ce que je vais arriver à avoir le même niveau de contrôle dessus ? Clairement, non. Donc, est-ce que j'ai les équipements en interne que je peux envoyer sur place, passer 2 ans et être mon reporting direct sur place ? Donc, il y a beaucoup de questions à se poser et c'est celle que tu as posée, Omar. Sur les synergies, c'est un sujet qui est important et je pense que tu en parles un petit peu dans ton livre, qu'on n'en a pas encore parlé, où tu fais le lien entre le prince de Machiavel et le monde de l'entreprise qui est intéressant. Mais Omar, tu as aussi parlé de synergie et c'est un peu le concept dont on entend toujours parler dans les acquisitions,
mais qui ne se matérialisent pas toujours. Mais du coup, dans ce que tu disais, c'est qu'il ne faut pas surpayer un actif pour les synergies, il faut le payer au juste prix et par contre avoir les synergies comme une marge supplémentaire pour réussir son investissement ou son build-up. La problématique, c'est que parfois le marché il est compétitif et donc tu surpayes et donc après tu reposes sur tes synergies. Et la difficulté, c'est trouver le juste milieu entre j'ai calculé mon gain de synergie et qu'est-ce que je peux payer de plus qu'un autre acteur pour pouvoir avoir le deal. Parce que si le vendeur t'a pas vendu, bah, tu reviens au point zéro. Donc oui, très souvent, tu finis par payer plus cher que ce que tu avais anticipé. Okay, dans le jeu des allers-retours avec le vendeur, toujours. Et ça, c'est mondial. Tu finis par payer plus cher. Mais ce n'est pas grave si, en interne, tu as la capacité d'absorber, tu as la capacité d'avoir les synergies. Si tu es numéro 1 dans ton marché ou numéro 2 dans ton marché. Alors, je te donne un bel exemple pour nous. C'est d'une entreprise qu'on connaît bien qui s'appelle Cash Plus. Cash Plus, nous, on la connaît bien parce qu'on avait investi dans un précédent vintage en 2014. Ça avait été un succès pour nous. On a vendu en 2019 et avec un autre fonds, le fonds 4, à l'époque c'était le fonds 2, on a réinvesti il y a 2 ans. Et donc on connaît bien Cash Plus. Et Cash Plus, elle est là aujourd'hui parce que en 2015, on a pris une décision, pas loufoque, mais bold. On était peut-être 5e player du marché Cash Plus, avec 300 points de vente en 2015, quand nous on est rentré en 2014. C'était 5e player du marché, loin derrière les Wafa Cash, l'équivalent de Chavi Cash, etc. Il y avait le numéro 6 du marché à la vente, qui avait discuté avec plein de trucs, et il venait avec un prix rapporté à la performance, mais délirante. C'est-à-dire que n'importe quel théoricien dirait « il ne faut pas faire ». Or, on a poussé l'équipe à le faire, et l'équipe l'a fait de gestion, et ça a permis, nous, de passer de 300 points de vente peut-être à 600 points de vente, ou à 700 points de vente, de 5e à 3e opérateur. Et en fait, ça nous a ensuite catapulté. Parce que ça nous a permis de passer un seuil de réseau qui ensuite nous a permis d'accélérer les ouvertures. Donc je reviens au sujet. C'est pas très grave de surpayer un actif si on sait pourquoi on surpaye. C'est vraiment... et je sais qu'au Maroc, personne ne veut se faire arnaquer. Ah non, c'est trop cher. Mais la réalité, c'est que c'est pas très grave de surpayer un actif. C'est même, il n'y a pas d'enjeu de dire j'ai payé 9 fois l'EBITDA alors que ça valait 8 fois l'EBITDA. Pour moi, c'est des débats qui sont ridicules parce que l'enjeu, c'est pourquoi on fait ce deal et pourquoi on paye. Et si moi, je dois payer 9 fois l'EBITDA pour prendre cette opération et pour passer un palier ou pour pas que mon compétiteur le fasse et que moi, je passe devant, ça fait du sens. L'impression que j'ai, c'est que peut-être dans la discussion sur les prix, notamment des actifs et sur les valorisations, on a peut-être calqué des écosystèmes plus matures dans lesquels, en fait, le private equity, c'est plutôt sur des boîtes plus stables, alors qu'au Maroc, c'est plus des boîtes qui vont chercher de la croissance et c'est du capital développement. Et peut-être ça explique le fait qu'on approche de la valorisation différemment, non ? Je ne sais pas mal ce que tu en penses. Je dirais qu'il y a 2 postures différentes. Comme Hatim l'a dit, le vendeur, lui, il connaît ses risques. Mais l'acheteur, il connaît ses synergies et il a son playbook. En fait, il ne va jamais investir s'il n'a pas son playbook où il sait exactement qu'est-ce qu'il va faire, ou en tout cas le plan à court terme. Et donc, c'est ce jeu un peu entre moi, j'ai mes informations sur ce que je vais faire et moi, je sais les pots pourris qu'il y a dans mon entreprise qui font qu'on essaye d'avoir un niveau de marché. Alors après, le Maroc, par rapport à d'autres économies en Afrique, et je pense que tu peux donner des bons exemples, on a quand même des taux d'EBITDA qui sont un peu plus élevés que d'autres pays, mais c'est le résultat de la stabilité économique de notre pays. Quand on voit les autres pays économiques où tu as des dévaluations de la monnaie, où tu as des risques politiques, où tu as des problématiques de BFR, de remontée de dividendes, de trapped cash, font qu'on a des taux de valo qui sont naturellement plus élevés que nos confrères qui sont dans les pays limitrophes. Donc, ces boîtes-là, lorsqu'elles fonctionnent bien, que ce soit par des build-up ou par des croissances qui ne sont pas externes, plus organiques, etc., lorsque tout se passe bien, le fonds éventuellement cède cette participation ou elles peuvent rentrer en bourse. Récemment, on a vu de plus en plus d'entrées en bourse et de plus en plus d'investissements. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a assez de liquidités pour toutes ces boîtes qui commencent à arriver à maturité ? Est-ce que c'est la bourse qui devient l'exit naturel ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, il faut faire très... Alors, oui, la bourse, c'est une super sortie. C'est des très bons exemples. On a des super success stories. Mais ce n'est pas donné à tout le monde, là encore.
une entreprise, elle doit être, excusez-moi de l'anglicisme, IPO ready. Et quand le fonds rentre, potentiellement, parce qu'il a une durée d'investissement qui est entre 3 et 5 ans, et que ça prend peut-être 3 à 4 ans de travailler sur la gouvernance, de travailler sur la communication financière, sur la transparence de l'entreprise, parfois, il n'a pas assez de temps pour pouvoir la rendre IPO ready. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde de se dire la liquidité, naturellement, ça va être la bourse. Et après, on pense souvent à l'introduction en bourse comme une liquidité, mais il faut penser à l'entreprise. Elle, son cours de bourse, il doit vivre pour que ce soit une réussite. Et donc, ce qu'on voit, et ce qu'il faut, en tout cas du côté des entreprises qui pensent que parfois l'introduction en bourse est un aboutissement, il faut qu'ils créent une equity story. Et les bons exemples des Agdital, des TGCC, c'est que derrière, il y a une equity story, c'est on sort sur le marché en donnant un plan stratégique pluriannuel avec certains jalons et on montre qu'on a réussi à accomplir ces jalons. Et c'est ça qui fait vivre le cours de bourse, en fait, et qui fait le succès de ces entreprises-là. Et à contrario, donc ça, c'était pour les entreprises. Pour le marché, il faut qu'il y ait plus de liquidité, mais il faut qu'on sorte un peu de cette notion de l'IPO, c'est une draba, c'est un coup qu'on fait sur le marché. Il y a ce truc des petits porteurs, notamment, qui se disent il y a un coup à faire sur l'IPO de Cash Plus ou autre. Et en fait, il faut qu'ils sortent de là et il faut qu'ils réussissent à se dire que le marché boursier, c'est une classe d'actifs, d'investissement qui peut être long terme. C'est vrai qu'il y a un consensus sur les IPO, ça marche toujours. C'est ce qu'il faut quand même faire attention, mais effectivement... Oui, non, écoute, tu as raison. Moi, je t'écoute avec beaucoup d'attention et je pense que tu couvres bien le sujet. Sur le marché boursier, pour compléter ce que tu dis, Omar, c'est vrai que ce n'est pas pour tout le monde. Alors, pour les raisons que tu as citées, mais aussi parce que nous, on a une bourse qui, en tout cas aujourd'hui, n'accepte pas les petites capitalisations. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Le seuil, c'est... Il n'y a pas de seuil officiel, mais moi, je pense qu'en dessous de 2 à 3 milliards de dirhams de equity value, il y en a eu quelques-unes à 500, 700 millions de dirhams, mais bon, c'est pas eu forcément le succès des autres. On a un marché qui n'accepte pas les petites capis. Donc déjà, ça t'élimine... Alors qu'en Europe, par exemple, il y a des small caps qui sont plus petites que ça. Oui, oui, tout à fait. Qui font moins de... Alors, la raison pour laquelle... un truc qui devrait changer, je pense, mais... Pourquoi ça ne marche pas, les petites capis? C'est parce que les opérateurs de marché sont tous les mêmes. Tu as un gérant d'OPCVM qui va investir dans ton titre. Lui, il a un fonds, dedans, il y a, 10 milliards de dirhams. De toute façon, lui, il a des limites d'exposition par entreprise dans son réglementaire. Donc, sur une petite capi, il va atteindre sa limite d'exposition avec 10 millions de dirhams. Tu vois? Et donc ensuite, il lui reste quand même 99 milliards à investir. Donc, ils ne supportent pas. Donc, les gens veulent déployer un minimum de tickets pour avoir du suivi raisonnable, qu'ils aient un portefeuille raisonnable, bien distribué, mais pas avec des trucs à 0,01%. Donc, la problématique, et comme ces OPCVM-là, qui sont les principaux faiseurs de marché, en tout cas, et fonds de pension, n'ont pas d'incentive fiscale particulière à créer des compartiments small cap, il n'y a aucun intérêt. Donc c'est vrai que la place milite pour ça, milite pour qu'il y ait un intérêt pour le gestionnaire de dire je vais quand même mettre 3 millions de dirhams dans cette boîte parce que je suis défiscalisé ou pour X ou Y raison. Et le fait de voir, parce qu'on voit la proportion des investisseurs retail, donc des petits porteurs ou des particuliers qui investissent, qui grandissent, ça peut jouer. C'est excellent. Ça peut jouer sur justement les petits capis. Exactement. Je pense que ça peut jouer sur les petits capis parce que quelqu'un a un retail qui va investir 5 000 dirhams, 10 000 dirhams, 20 000 dirhams, 30 000 dirhams. Lui, qu'elle vale 500 millions, 1 milliard, ça ne change pas grand-chose pour lui. Il va avoir son allocation. Et je pense que c'est une excellente chose. Et ce retour du retail sur le marché qui date de l'époque de THC, puisque le retail avait complètement disparu du marché. C'est le THC qui a ramené le retail. Et là, on voit que je pense le volume de nouveaux entrants sur le marché augmenter. Va faire du bien, bien sûr. C'est un cercle vertueux, tu vois. TGCC sort sur le marché, annonce un plan, le réalise, annonce un deuxième plan, le réalise. Ça fait des petits porteurs qui croient de plus en plus en la bourse et qui investissent. Et donc, c'est ça qui fait... En fait, l'entrée en bourse doit être accompagnée d'une histoire. Sinon, le cours devient illiquide. Voilà. Ouais. Tu parlais juste de... Est-ce que c'est la sortie naturelle? Ouais. Je pense qu'on y est... Alors, c'est une des sorties, mais on n'y est pas encore. Moi, ce que je vois,
c'est que le fonds Mohamed VI a quand même investi a mobilisé 19 milliards de dirhams dans le monde du PE, et c'est à travers des fonds. Et donc, en principe, ces fonds ont de l'argent à déployer. Donc, en principe, il devrait y avoir, lors des prochaines années, une émergence du secondaire qui va faire nourrir ces entreprises, qui va les faire monter un autre cap et qui, après, pourront potentiellement être... Ouais, donc ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'avoir des fonds qui achètent la participation de fonds d'avant dans des boîtes, pour c'est la quelque chose prochaine étape. que tu vois de Oui, plus on en le plus, voit Hatim. souvent, on l'a déjà fait dans les deux sens. On a déjà acheté des participations de confrères, comme on a déjà vendu à des confrères. Non, ça se fait de plus en plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plus de 50% des opérations de sortie en Europe, dans les marchés émergents. Donc, la bourse doit peser peut-être 20-25, et même pas, et le reste, c'est les stratégiques. Ouais. Donc, Avec parfois des actifs qui font des troisième, troisième, quatrième tout à opérations, fait. parce que c'est des actifs voilà, on n'y est pas encore. qui... Plus c'est mature, après, c'est du rendement. Hein. Ouais. Donc, Je pense que on le verra de plus en plus. Nous, on a encore un grand palier à franchir au Maroc, c'est celui de la transmission. Donc là, on a encore peut-être les derniers blocages culturels, mais on voit, les verrous vont sauter bientôt. On a une problématique de transmission. Les problématiques de transmission ne sont pas forcément anticipées correctement. Elles commencent à l'être dans certaines familles, mais pas partout. Et donc, en Europe, aux États-Unis, dans les pays développés, même en Chine, etc., c'est totalement anticipé et c'est discuté sans tabou. c'est dans les mœurs, nous, c'est pas... Voilà, c'est dans les mœurs, c'est 65 ans, tu as des enfants qui ne sont pas forcément... tu es patron d'une boîte de packaging plastique, tu as des enfants qui ne sont pas forcément des spécialistes du packaging plastique et qui n'ont pas forcément envie de vivre dans le plastique pendant 40 ans. Je dis un exemple totalement au hasard. Et donc, c'est totalement sain dans plein de géographies de dire je vends, je réalloue l'argent et chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Et c'est des deals plutôt majoritaires, là. Oui, c'est que majoritaire, Voilà. c'est majoritaire. Contrairement aux deals qu'on voit aujourd'hui, qui sont des deals minoritaires. Et donc ça va être des deals où tu peux avoir un fonds qui rentre, mais avec une nouvelle team équipe. de management, Ouais, une nouvelle tout à fait. équipe. Tout à fait. Alors, justement, puisque ça, c'est un écosystème à construire. En Europe, tu trouves très facilement, je dis toujours l'Europe, mais je parle pays développés, tu trouves facilement des équipes de gestion for hire. Donc, tu vas chercher un DG, un DAF d'urgence. En 3 semaines, tu peux en trouver un. Au Maroc, c'est mission impossible parce qu'on n'a pas cette culture du management de transition. Moi, je connais, on a aussi des amis communs qui, à 40 ans, décident de quitter le salariat et d'être manager de transition, qui travaillent 6 mois sur un poste ici, puis après partent 1 an dans telle entreprise. En Europe, ça arrive tout le temps dans des grandes entreprises. Moi, j'ai des souvenirs d'un des leaders de la location voiture. Qui arrive en commando, quoi. Le fonds investit, il dit on met un nouveau CEO, on lui donne un management package et on reviendra peut-être seulement sur ce sujet-là. Tout le monde est aligné sur les objectifs et tout le monde veut créer de la valeur rapidement parce que lui, il est en mission lui aussi. Et c'est win-win pour tout le Je monde. pense que ça, on va y arriver. Donc, il faut passer... faut que le marché de la transmission soit plus fluide, qu'il y en ait plus. Alors après, gros tabou, ce marché de transmission existe partout dans les pays développés parce qu'il y a une taxe sur la transmission du patrimoine aux générations suivantes qui n'existe pas chez nous. Donc, c'est un vrai... il y a un certain nombre de mécanismes fiscaux qui encouragent à la gestion de la transmission avant, etc. Du treuil, la loi du treuil, exactement, ouais. Bravo. Donc on n'a pas forcément chez nous, mais de manière générale, moi je vois de plus en plus de gens qui arrivent à la maturité intellectuelle de dire que cette entreprise dans laquelle ils ont travaillé pendant 30 ans, et elles veulent qu'elle perdure, parce qu'il y a des salariés, il y a des relations, il y a des marques, il y a des choses comme ça, et l'acceptation que ces enfants n'en sont pas forcément toujours, ça peut arriver, pas toujours les mieux à même pour prendre le relais. Et donc ça, effectivement, les fonds joueront un rôle très important pour fournir la liquidité. Cette liquidité va aller dans le patrimoine des familles, va redescendre dans les projets de la génération suivante, dans les nouvelles technologies, dans les choses comme ça. Et c'est
pour un écosystème, c'est Oui, parce idéal. on a beaucoup parlé de ces boîtes qui commencent à avoir une taille importante, mais il y a aussi tout le tissu économique avec beaucoup de boîtes familiales et qui peuvent se structurer et arriver à cette étape-là. Tout à fait, tout à fait. Et ça, il y en a en Europe, je veux dire, partout. Les gens font des deals à 30 millions d'euros de valo. Avec la boîte, il y a 200 employés, elle fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a le fonds qui rachète 100% en maladie. Ensuite, on recrute tel ou tel DG ou tel DAF. Et puis, on part pour un cycle de 3-4 ans, on la développe. Avant de fermer la parenthèse sur les exits dont on a commencé à parler, des liquidités avec les IPO, il y a aussi les exits vers les corporates ou les grands groupes qui peuvent avoir des raisons stratégiques de racheter des actifs. C'est quelque chose qu'on a un peu moins vu, j'ai l'impression, sur les dernières années. Ça arrive de plus en plus. L'exemple de Dislog, la Profan, qui, eux, font du build-up. On en a parlé de cette stratégie de build-up. On voit de plus en plus de gros groupes corporate qui veulent s'intégrer, faire une intégration verticale ou aller vers une régionalisation et qui décident de faire des acquisitions. Récemment, on a accompagné Sotema dans l'acquisition de Soludia pour renforcer son portefeuille industriel parce qu'ils voient les concurrents, ils voient les fonds aller faire du build-up, grossir et se dire, nous, on est un actif stratégique, si on reste comme ça, on ne pourra pas les concurrencer demain. Et alors, je vois aussi, c'est une classe d'actifs, c'est une classe d'investisseurs plus petite, mais on voit de plus en plus des family office qui, historiquement, ont un secteur d'activité qui est très resserré, décident d'aller vers de la diversification parce qu'il y a de la transmission, parce qu'il y a des nouvelles têtes dans la holding. Et on voit typiquement dernièrement Saham et Allmarcom qui sont allés vers des actifs bancaires qui n'étaient pas forcément leur vocation primaire. Et on voit aussi, on a accompagné dernièrement le groupe Sfrewi qui a décidé de se diversifier en rentrant dans le secteur de la santé à travers l'acquisition de Afrique-Phare. Donc les corporates commencent à sortir sur le marché, là où, il faut pas... la réalité, c'est que les fonds, c'est eux les initiateurs encore aujourd'hui, c'est eux qui préparent les entreprises et qui un peu les rendent attractives pour des sorties vers des stratégiques. Il ne faut pas oublier ça. Oui, écoute, plutôt d'accord. Des entreprises étrangères qui rachètent des actifs, on en voit peu, parce que je pense qu'il y a un problème de taille de deal et que pour ramener un grand groupe international pour venir acheter un actif, je pense que compliqué. Ça arrive, mais c'est rare. Effectivement, mes groupes nationaux, dans le cadre d'une consolidation de marché ou une diversification de family office, de patrimoine, ça arrive. THC vient de le faire avec Stam, qui est un gros deal dans le BTP. Tu connais bien le sujet. Et donc ça arrive. Ouais, je pense que ça arrive en national de plus en plus, parce que les groupes se structurent, ils ont accès à du financement, ils ont les épaules, ils ont les équipes. International sur notre continent, c'est encore un peu rare, je pense. Sur l'international, vous travaillez justement tous les deux. Je sais que MCP, vous investissez dans d'autres pays. Ouais. Bien sûr, vous l'avez fait même avant le Maroc et depuis, vous continuez à le faire aussi dans d'autres pays, en Afrique ou d'autres. Je crois que vous avez annoncé la semaine dernière, en tout cas, là, le jour où on enregistre un deal en Afrique de l'Ouest, je crois. Dans une banque. Dans une banque Coris, je crois. Et Accuracy, c'est une boîte internationale. Donc, je pense par définition, votre métier, il est international. Et même si tu es basé ici, il se trouve que parfois, tu travailles sur des deals... Beaucoup, 50% de nos deals intègrent des pays, je dirais, plutôt africains en ce moment. Ouais. Pour les actifs marocains, pour les boîtes marocaines, le fait de faire, on a parlé de build-up, des acquisitions dans d'autres pays, c'est quelque chose que vous voyez ? Moi, ce que je vois, c'est que quand même, il y a des champions nationaux qui ont un savoir-faire qui est solide aujourd'hui. On peut penser à la construction, à la santé. Et en fait, le marché marocain, il n'est pas très grand. Et donc, on va dire que le marché devient un peu petit. Et dans une optique de vision stratégique un peu long terme, ils doivent trouver des relais de croissance. Et il y a les relais de croissance qu'on a dit d'intégration, mais il y a aussi des relais de régionalisation. Et donc, naturellement, ils se dirigent vers l'Afrique, ils se dirigent vers la Méditerranée, mais aussi vers le Middle East. Et c'est des super opportunités pour eux. Mais après, là encore, quand tu es habitué à faire que du Maroc et t'ouvrir, c'est comme le build-up, mais un peu différemment. Parce que tu as plein de challenges qui sont là encore la culture, la réglementation dans laquelle tu es, qui n'est pas forcément la même. Quand tu es dans le secteur de la santé, dans le secteur de la construction, en fait, travailler au Maroc ou travailler au Middle East ou dans un pays d'Afrique francophone, ce n'est pas les mêmes règles. Parfois, il y a des pratiques business qui te limitent à l'accès à certains marchés. Il faut savoir
jongler un peu dans cet environnement. Et après, il y a tous les risques un peu financiers dont on a parlé, risque de change, trap cash, remontée de dividendes. Ce que je vois de plus en plus, c'est que c'est dans ces aventures un peu vers des pays limitrophes, si on peut dire ça comme ça, c'est que très souvent, ils essayent de faire des partenariats ou ils essayent de faire des co-investissements avec des partenaires qui, eux, ont une expérience plus aboutie dans ces régions-là et qui va limiter un peu le risque. Effectivement, je pense acquisition à l'étranger, c'est le move le plus dangereux et le plus risqué pour une entreprise. Ça, J'ai vu une page sur ça dans dans mon livre, oui, j'en parle et d'ailleurs Dans j'étonne ton beaucoup livre. parce que Alors, c'est la dimension culturelle dans une opération d'acquisition est trop souvent. Donc, c'est sur un chapitre sur l'internationalisation et la croissance. Donc, je crois que c'est aussi Ouais. un peu le sujet dont on avait parlé c'est tout à ça, l'heure. c'est ça. Mais tu dis la dimension culturelle dans une opération d'acquisition est trop souvent négligée, alors qu'elle est souvent la cause de la non-réalisation des synergies prévues. Il faut pouvoir l'identifier en amont, notamment par le biais de séances d'entretien avec les principaux dirigeants de l'entreprise rachetée. Il est critique de ne pas se limiter à la dimension financière. Et donc, effectivement, à l'international, c'est encore plus le cas. C'est encore plus le cas. On a raison. Donc, alors déjà, l'obvious, distance géographique. Vous êtes à Casablanca, Lagos, c'est à 5000 km d'ici. Ça allait loin, à Abidjan. Oui, mais même Abidjan ou Lagos, c'est pas loin. Enfin, c'est 4 heures de vol. Lagos, c'est 4h30. C'est 5000 km d'ici ou 4000 km d'ici. Il faut prendre un vol à 1h du matin. C'est très compliqué. Et donc, quand il y a un problème, aller le résoudre rapidement, c'est compliqué, premièrement. Ça, c'est Abidjan. Mais si tu es en Arabie Saoudite ou à Dubaï, il y a 8 heures de vol. Donc, la distance est un vrai sujet. Cette distance géographique. La distance culturelle est très importante. Et en fait, la réalité, c'est que nous, en tant que Marocains, on est proche culturellement de très peu de pays. Et C'est vrai. très peu de pays. On est à la fois un petit peu proche de beaucoup de pays, mais en fait, très proche de donc, peu. En termes d'identité, de compréhension et de façon de faire les choses, etc., on peut dire d'un côté, monde arabe, donc jusqu'à l'Égypte, etc., en fait, pas du tout. On parle français, on a un code du commerce proche de la France, donc c'est très proche de la France, pas du tout. On a une culture très différente. On a aussi des racines communes avec l'Afrique subsaharienne, mais en fait, il y a des vraies différences fondamentales culturelles. Donc, c'est hyper difficile. Donc, pour moi, à chaque fois qu'on regarde une opportunité à l'étranger, on fait vachement attention. Alors là, pour le coup, et ça, c'est pas notre ADN, mais on est très souvent ceux qui freinons des cas de fer. Je te le dis, c'est-à-dire que les gens viennent, le truc, on va faire. Parce que vous allez regarder, est-ce que tu disais mal, vous allez regarder tout ce qu'on peut faire avant de faire une acquisition. C'est-à-dire le partenariat, le deal commercial, le truc commercial, effectivement, la coopération, la joint venture. La joint venture, où tes billes sont chez toi. Non, mais le nombre d'histoires, c'est pas le but du podcast, c'est le nombre d'histoires. On fait les histoires. De failure. Alors, on peut te donner les secteurs des labos pharmaceutiques. Ils sont tous allés essayer d'aller en Afrique. Ils ont vu que les marchés étaient trustés, qu'il y avait une barrière à l'entrée. Ouais. Compliqué. Hein. Compliqué. Ouais, si tu veux, c'est logique. C'est-à-dire, tu vas chez des gens et tu dis maintenant, je prends ton gâteau. Donc, c'est pas simple. Il faut y aller avec des vrais arguments. C'est très compliqué. Alors, sur l'Afrique subsaharienne, moi, au risque de choquer, sur la partie industrie et services, c'est quelque chose que nous, on ne recommande pas compte tenu de l'étroitesse des marchés individuellement. Sauf si tu as accès à un groupe panafricain, Afrique de l'Ouest, sur la partie Afrique de l'Ouest. Donc, si tu as un groupe qui touche 8-9 pays, donc il faut rentrer directement. Si tu rentres dans 8-9 pays, pourquoi pas? Il y a le marché, ça veut dire qu'il y a déjà la structure de management, mais aller sur un seul pays, nous, on considère que c'est vachement risqué et on pousse souvent les entrepreneurs, les PDG, à y réfléchir à 2 fois. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, parce que très souvent, après, ils peuvent nous convaincre, il y a des bonnes raisons pour telle ou telle raison. Mais il y a des risques. Alors après, évidemment, tu l'as dit, la monnaie sur le continent, c'est le pire des fléaux. Les gens ont perdu leurs billes en Égypte avec la pente égyptienne, le Naira nigérian, boom. L'Afrique du Sud rentre, boom. Ghana, catastrophe. Ghana, ils ont perdu beaucoup d'argent alors que c'est un pays, franchement, 35 millions d'habitants, ça se développe, mais la monnaie est pas très solide. Donc, quand nous, au Maroc, on a l'habitude d'avoir une monnaie solide,
une inflation mesurée. Et bah, si demain tu vas faire une opération en Égypte, dans un pays où la monnaie se dévalue tous les ans, et nous on connaît parce qu'on fait des opérations là-bas, on a un bureau, où l'inflation est de 20%. Donc ça veut dire que tous les 2 mois, tu dois négocier les salaires avec les employés, tu dois augmenter 20% les salaires. Ça c'est quel pays? Donc ça, en Égypte. En Égypte. Donc, Ok. et qui est un pays qui est très, enfin, qui a beaucoup de potentiel. Quand tu sais pas le faire, parce que c'est pas compliqué, mais par exemple, les Turcs savent le faire, de vivre dans des économies hyper inflationnistes. Mais les Marocains, on ne sait pas le faire. On ne sait pas du tout gérer une inflation des coûts. On n'a jamais été habitué, en fait. On n'a jamais été habitué. On sait pas c'est quoi. C'est un cauchemar. Or, ça se gère, mais il faut savoir le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça fait que c'est pas simple. Prudence, on a la raison. Mais effectivement, on est à la fois proche de plein de pays et en même temps, on est très différents. Donc, on n'a pas vraiment d'intégration naturelle. Très difficile. Et c'est vraiment au cas par cas. Ouais. Il y a la seule intégration naturelle, elle est naturelle, mais elle est fermée. On dit en termes de culturel. C'est notre voisin de l'Est, mais qui est totalement fermé à tout ça. Donc, à part ça, on est un îlot et il faut s'en sortir autour de ça. Si je résume bien, c'est investir dans un pays qui a une taille de marché pas plus grande que celle du Maroc, mais avec des risques que nous, en tout cas, on ne maîtrise pas. Change, stabilité politique, monnaie. Ouais. Et qui n'est pas forcément beaucoup plus grand. Et donc, il faudra le faire dans plusieurs pays. Mais non, voilà, c'est ça. Donc, alors, c'est pour ça que le trend que je vois maintenant, et alors moi, là, tu vas peut-être confirmer, c'est que les entrepreneurs se disent, si je dois prendre le risque, autant le faire sur un beau marché. Donc, je vais en Arabie Saoudite, je vais en Europe. Là-bas, effectivement, j'ai la même distance culturelle, j'ai la même distance géographique, mais j'ai un environnement que je comprends mieux. En Arabie Saoudite, l'inflation, la monnaie est plutôt stable, l'inflation est très très mesurée. C'est très compétitif, certes, mais je vais y arriver avec mes armes. Je suis dans un environnement qui va me permettre de gérer mon risque. Je vais aller investir, on le voit, Dislog l'a fait, la Profond l'a fait. On va vers l'Europe, on regarde. On a aussi des entreprises qui sont matures. Tu vas trouver une équipe de gestion de qualité, une réglementation qui protège l'investisseur. Alors évidemment, c'est plus dur, mais le jeu en vaut plus la chandelle que d'aller se battre sur un truc. Alors, je dis pas qu'il faut pas investir en Afrique. Non, je dis pas qu'il faut pas investir en Afrique. Faut le Les faire. marchés sont plus difficiles, mais il faut y aller avec une vraie approche. Si tu craques un seul marché, tu as déjà une très grande réussite. Tout à fait. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à faire ça. Il y en a Et ceux peu. qui l'ont fait, ils l'ont fait de manière plus régionale. C'est ça. D'un point de vue secteur, là, sur les dernières années, c'est beaucoup d'infrastructures et ça prépare les prochaines échéances, etc. Les secteurs que vous voyez, vous, actuellement, et qui vous intéressent le plus, c'est toujours l'infrastructure pour les prochaines années? Moi, je dirais, tu l'as dit, hein, le Maroc se transforme, hein, c'est ce que tu disais, et on a une échéance de 2030. Moi, les secteurs que je vois qui se développent le plus, c'est ceux qui reposent sur des besoins structurels un peu du Maroc. Donc, dedans, tu as la santé au sens large, on a vu dernièrement, mais santé au sens large, donc de cliniques à équipements médicaux, à laboratoires pharmaceutiques. On voit bien sûr la construction, l'éducation, mais ce que j'en vois de plus en plus, qui est en lien avec le développement d'une économie, c'est la distribution, qu'il n'y avait pas forcément il y a quelques années. Et là, on voit avec notre ami Dislog, développement de la logistique. C'est un peu les secteurs que je vois, de plus en plus de FMCJ, mais sur des tailles plus petites pour créer des champions nationaux. C'est ma lecture aujourd'hui, moi, Il faudra qu'on le refasse dans 5 ans et puis voir si on n'avait pas tort. Moi, je vois les choses comme, sur un circuit parallèle, mais très proche de ce que tu as dit. Pour moi, sur le besoin de soigner les Marocains, il n'y a pas de débat. Et donc, le secteur privé a un rôle phénoménal à y jouer. Je pense qu'il a montré les 4 dernières années, le rôle qu'il a pu jouer. Et il va continuer à jouer un rôle important, comme dans plein d'autres économies. À la fin, ce qui est important, c'est que les gens aient accès aux soins et aux meilleurs soins possibles et aux meilleurs coûts possibles. Donc, c'est vraiment le seul objectif. Et je pense je pense qu'on a encore au Maroc un vivier de développement quand il s'agit, comme tu l'as dit, de la prestation de soins, donc clinique, hôpital privé, etc. Sur la pharmacie, il y a encore beaucoup de sujets à faire sur la pharma. Et sur les équipements médicaux, il y a encore beaucoup de sujets pour amener les meilleurs appareils. Sur la pharma,
Dans le sens où il n'y a pas encore de groupes pharmaceutiques qui se sont... Oui, je pense qu'on a la pharma, tout le monde le sait, c'est un marché éclaté. Tu regardes les parts de marché, Sotema, Laprofan, Botu, ils sont, je sais pas, le plus gros doit avoir quoi, 5%, 7% de parts de marché. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors, je ne dis pas qu'il faut finir avec 3 opérateurs non plus, mais on voit bien qu'il y a un problème. Je ne sais pas combien il y a de labos pharmaceutiques au Maroc, le nombre officiel, mais on doit avoir, je sais pas, 40. Je pense qu'on doit être à 40, hein, avec des gens qui vivotent. Donc, à mon avis, c'est un marché qui va beaucoup se consolider dans les 10 à 15 années à venir. Okay. Beaucoup se consolider. Donc, santé, à mon avis, c'est un vrai secteur dans lequel on va regarder. Après, il y a un second secteur qu'il faut regarder, qui n'est pas simple, mais il n'y a pas d'économie qui se développe sans énergie. Alors, sans infrastructure, c'est sûr. Et donc, ça, on avance, et elles sont fondamentales. Mais quand tu regardes les études, le ratio PIB / énergie consommée, etc., ou accès à l'énergie, puis en tête les bons ratios, il y a une relation directe. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu peux acheter, consommer, à quelle énergie tu as accès, égale ton PIB. Je veux dire, c'est direct. Nous, au Maroc, on a clairement un problème identifié depuis longtemps d'accès à l'énergie au bon prix. Donc, on transforme... oui, parce qu'on a toujours accès à l'énergie. Hein? Oui, alors, bon. Donc, comment tu fais pour avoir le bon énergie au bon prix? C'est ce qu'on fait. Donc, c'est ces projets autour du renouvelable, parce qu'on n'a pas d'autre choix. C'est ce fameux gazoduc Ouest Atlantique qui va nous permettre aussi de bénéficier de gaz de West-Afrique. Donc, tout ça, je pense, vont créer des opportunités autour de l'énergie au Maroc. L'énergie, cercle très fermé encore, mais à mon avis, pas pour très longtemps. Il va falloir s'ouvrir sur un certain nombre de choses. Alors, pas forcément sur les méga-projets. Les méga-projets resteront toujours de grandes entreprises, mais sur les projets de taille plus modeste. Et on voit les acteurs autour du renouvelable qui commencent à bouger. Moi, je crois beaucoup au secteur de l'énergie. Les services financiers, j'y crois beaucoup. C'est ce que j'allais dire. Il y a un vrai sujet. Mais vas-y. Okay. Vas-y. Il y a un vrai sujet d'inclusion financière. Il y a un vrai sujet de cash, de circulation de cash au Maroc. À un moment ou à un autre, ça va changer. Donc, celui qui se positionne... Le plus tard possible. À part si le modèle de Cash Plus évolue. Et c'est le cas. Ouais. Mais en tout cas, à un moment, ça va changer. Ceux qui sont prêts le plus rapidement deviendront des leaders du marché. Et donc, il y a un vrai sujet de demain, on ne pourra plus se balader avec autant d'argent en liquide et qu'on devra utiliser. Tout le monde utilise son smartphone. Donc, on va avoir cette... Service financier, d'un point de vue consommateur, paiement, transfert d'argent. Alors, moi, je voyais beaucoup ça. Mais bon, ça doit être suivi quand même Aujourd'hui, il faut un alignement des planètes qu'on n'a pas forcément encore au Maroc pour qu'il y ait une disparition du cash. Okay. Avec plusieurs parties prenantes. Bon, alors, c'est clair. Le cash pèse encore... au Maroc, c'est 70%, etc. Je crois qu'il y avait une statistique, on est dans le top 3 ou top 5 mondial. Ouais, je ne suis pas sûr. Hein. Mais devant nous, il y a encore du monde. Il y a le Mexique, les Philippines, voilà. l'Inde, Colombie, l'Égypte, encore plus gros. On est quoi, dans le top 10 ? Non, mais l'Allemagne, tu as 50%. Hein. C'est quoi c'est dans le volume des paiements? Ouais, des paiements cash versus digital. Okay. 50% en Allemagne? Les Allemands sont encore restés totalement frileux à la carte bancaire. Tu vas en Allemagne, tu rentres dans le taxi, il te dit pas de carte bancaire. Ça n'existe pas effectivement en Angleterre, etc. Mais c'est clair que tu as raison. La partie paiement se digitalise. Des boîtes comme Cash Plus s'y mettent. Moi, je pense que Revolut va être un vrai game changer pour ce pays. Ouais. Si jamais on arrive s'ils finissent par avoir leur licence. J'estime qu'ils l'ont eu dans 120 pays. Il n'y a pas de raison qu'ils ne l'aient pas un jour au Maroc selon telle ou telle disposition. Je pense paiement, donc tu as raison. Mais moi, je vois plus loin que ça. Et je pense qu'on a encore un problème d'accès au crédit. Je pense que tu as encore beaucoup de blocages et de freins dans les PME pour avoir accès au crédit. Pourquoi ? Parce qu'on a un monde bancaire qui s'est pas polarisé, mais qui a perdu intérêt à aller sur du risque plus important. Tout ce monde de la TPME, finalement, c'est des gens qui n'ont pas de bilan, qui n'ont pas de garantie, de collatéral. Qui sont délaissés du monde bancaire. Totalement délaissés du monde bancaire. Donc moi, je pense que je n'imagine pas notre développement au Maroc, encore une fois, c'est à horizon 5-10 ans, je n'imagine pas sans des solutions de financement qui vont
qui vont arriver avec des opérateurs qui vont se mettre sur ces segments-là. J'imagine pas qu'ils puissent en être autrement. Quitte à accepter un coût du risque plus élevé. Oui, tout à fait, coût du risque plus Qui est élevé, pricé. un taux d'intérêt plus élevé. Il n'y a pas de honte à faire ça. Mais si tu prends une entreprise qui on fait des blocages psychologiques en se disant 5,5% c'est pas cher, 10% c'est très cher. Mais quand tu es une entreprise qui n'a pas accès au crédit et qui, elle, avec cet argent, elle achète une marchandise, la fait tourner 5-6 fois dans l'année, et elle a arrêté son taux d'intérêt de 10%, lui, ça lui va très bien parce que ça lui donne l'argent, il tourne 10 fois dessus, il fait 10% de marge dessus, il a gagné sa Et vie. la première source de financement, en fait, c'est les factures impayées. Parce que Voilà, le c'est recouvrement, ça. c'est qui est Voilà, important. voilà, Ce qui fait que comme il n'y a pas de financement, en fait, il y a un C'est le financement. fournisseur qui paye. Ouais, c'est le fournisseur. Les gens font la banque des autres. Voilà, les gens font la banque des autres. Donc je pense qu'il va y avoir, à mon avis, une disruption là-dessus. Comment, etc. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont plein d'idées. Mais nous, voilà, je pense santé, énergie, services financiers. Et évidemment, derrière, tu l'as dit, ce qui est la consommation des Marocains. Les Marocains consomment de plus en plus. Donc le retail, tu l'as dit. Mais pour pouvoir amener du retail chez les gens, il faut de la logistique. Donc tout ça vient avec. Tout ça, ça vient avec. Ouais. Ok. J'ai quelques questions avant de finir. Encore quelques-unes. On a parlé d'exit, on a parlé d'IPO et tout ça. On n'a pas parlé de rendement, des fonds notamment. Je pense que ça peut être intéressant. Généralement, c'est difficile d'avoir une idée des niveaux de rendement des fonds et c'est normal. C'est pas forcément des entreprises qui doivent forcément reporter leur rendement. Pas des données publiques. On a eu une idée des rendements des fonds au Maroc sur les dernières années. Est-ce qu'il y a des chiffres Qui s'y Je colle ? n'ai pas de réponse à cette question. Écoute, j'ai pas de réponse factuelle non plus, mais j'ai quelques idées. Je pense déjà donc l'association marocaine des investisseurs en capital, l'AMIC, publie un rapport annuellement et elle donne des fourchettes de TRI selon la typologie de métier, capital développement, transmission, etc. Donc déjà l'information est à peu près publique, mais elle est déclarative. Donc c'est pas une information auditée, c'est une information déclarative de chaque gestionnaire de fonds. Est difficile. Donc, comme toute déclaration, c'est pas évident d'avoir d'extraire la vérité brute, non pas parce que les gens cachent, mais les gens ont des anticipations ensuite sur tel ou tel événement qui pourrait arriver, qui pourrait améliorer ou réduire le TRI. Donc, c'est pas évident. Maintenant, une fois que je t'ai fait cette réponse très longue pour rien te dire, j'ai envie de te dire, je pense qu'au Maroc, on doit être sur des rendements qu'on appelle chez nous high single digit, c'est-à-dire quoi? Je pense entre 8 et 10%, avec quelques équipes qui doivent être en low teens, donc low teens 10-12. Donc de 8 à 12, ça te donne net, ce qui est pas mal. Ça veut dire parce qu'il faut y rajouter au moins 3 ou 4% de TRI en plus pour passer du net au brut. Et le brut, c'est ce que génèrent les actifs. Et le brut au net, c'est tes coûts d'organisation, tes frais de gestion, etc. etc. Donc d'ailleurs, ce passage brut à net, c'est quelque chose que les équipes de gestion apprennent avec le temps à gérer. Et donc, sur une équipe de gestion inexpérimentée, tu peux avoir un brut pour net qui est à 5-6 points et une équipe de gestion expérimentée avec un brut pour net qui est à 3-4 points et ça change tout à la fin. Pour là, quand atteindre. Tu disais par exemple 8-10 ou 10-12, pour des bons résultats, c'est du net. Donc net avec un brut qui va être, par exemple, si tu es à 10, 13, il peut 14, être entre 13 et 15, ouais, selon ton efficacité à passer du brut au net. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'on est dans ces ordres d'idées. Alors, faire 13 ou 15% brut sur l'actif, c'est pas simple. Sur une durée de fonds aussi longue, ça signifie que tu as multiplié ton argent en moyenne entre 2 et 3 fois. Sur une durée de rendement annuel, voilà. Annuel, bien sûr. Tu as sur une détention moyenne de 5-6 ans, blabla. Donc, je pense tu as multiplié ton argent entre 2 et 3 ans. 2-3 fois, pardon. Donc, ce qui est pas mal. Et je pense que certains collègues... Et après, à la fin, il y a le juge, et tu peux voir quelles sont les équipes qui ont réussi à lever des fonds successeurs. Donc, ceux qui lèvent des fonds successeurs, c'est-à-dire génèrent des rendements qui sont attendus par les investisseurs. Donc, ces rendements-là, je pense qu'ils sont en amélioration par rapport à ce qu'ils étaient il y a 10 ans. Et c'est vrai qu'au Maroc, il y a 10-15 ans, les premiers investisseurs qui ont supporté la classe d'actifs, beaucoup ont perdu de l'argent. Mais pas simple, parce que supporter une nouvelle classe d'actifs, c'est pas simple. Donc, certains n'ont pas eu le retour qu'ils méritaient. Aujourd'hui,
tous les investisseurs, la plupart des investisseurs institutionnels marocains sont revenus dans cette classe d'actifs, et notamment à l'initiative du Fonds français pour l'investissement. Et donc, et comme ça s'est fait de manière très professionnelle, les sélections des équipes de gestion concernées, je pense qu'on va avoir devant nous des rendements qui sont structurellement dans les eaux que je viens de mentionner. Alors, on est au-dessus des rendements de marché. Donc c'est ce qui est important, parce que le pays, on est censé générer un alpha. Dans le sens du marché de la bourse. Marché de la bourse, marché coté, parce qu'on est censé générer un alpha parce qu'on est illiquide. Et donc les investisseurs sont collés pour 10 ans versus un PCVM où il peut se faire racheter quand il veut. Donc on a forcément un alpha. Cet alpha, il est justifié par les liquidités et par le travail que le gestionnaire fait au contact du portefeuille. Donc je pense que dans ces niveaux-là, on le justifie. Benchmark au Maroc, ça doit être 6-7% net. Sur le marché de capitaux, sur le marché je pense même pas, mais ça doit dépendre. Je pense que les rendements doivent être à 3-4%, les rendements dividendes à 3-4%. Après, avec la hausse des marchés c'est récentes, ça en fait. Est-ce que tu prends la hausse dedans? Voilà, comme les hausses réinvestis, 6, 7 peut-être ou 5. C'est possible. 6, je sais pas, avec la hausse des valeurs, ouais. je pense qu'on ne doit pas être loin du 6, tu as raison. Après, donc les performances que je t'ai mentionnées, elles ne sont pas très très loin et décorrélées de ce que peuvent faire les gestionnaires en Europe, puisqu'en Europe, eux, ils n'ont pas les croissances qu'on a au Maroc. Donc eux rentrent dans des boîtes où ils font des croissances de 2, 3, 5%. En revanche, ils ont un TRI de qualité grâce à l'accès à la dette. Donc si tu fais un deal qui vaut 1 milliard de dirhams et que tu mets 300 millions de dirhams d'equity, 700 millions de dirhams de dette que tu vas payer full boulette en Europe, donc pas un remboursement de capital pendant ta détention, tu payes que les intérêts. Les intérêts sont remboursés facilement par les dividendes de la boîte. Et toi, tu vas sortir au bout de 5 ans, sachant que la maturité est à 7 ans. Tu sors, l'acheteur refinance sans problème. Tu n'as pas remboursé la dette. Tu as créé, rien que le non-remboursement de capital, tu as créé facilement 15-16% de rendement sur equity. Peut-être qu'on reste un peu sur ça. Moi, parce qu'il faut qu'on... ce que tu dis, c'est le fait de faire l'acquisition avec de la dette et donc de booster mécaniquement ton retour sur investissement. Ouais, alors c'est des choses... Il y a au niveau de ça peut se faire au niveau de l'entreprise, ça peut se faire au niveau du fonds. En tout cas au Maroc, le mot LBO, je ne sais pas toi, mais moi je ne le vois pas très souvent, voire très très rarement. LBO, ce que tu as expliqué. Donc leverage buyout, c'est le fait de faire de l'acquisition avec 50-60% de dette et le reste en capital. Et donc en fait, pour 100 d'investis, en fait, tu en as 30 qui sont en equity, et comme a dit Hatim, et le reste... 70. Donc ça augmente ton TRI naturellement, mais derrière... Il faut que ton investissement ou soit plus sûr en termes de cash flow, s'assurer que les cash flows peuvent payer ou la dette, ou les intérêts, ou le capital quand il y a d'autres conditions. On ne le voit pas. On espère vraiment, Hatim, je ne sais pas, toi, tu as peut-être des insights un peu plus que moi sur ce sujet, que ça se développe. Ça va permettre d'être, encore une fois, un accélérateur du marché parce que ça va créer de la liquidité, ça va surtout créer du rendement pour les investisseurs. Et ça va créer un cercle vertueux de, en fait, on gagne plus d'argent. Et donc, on va réinvestir. Bon, le risque, c'est que c'est potentiellement un peu plus risqué. Donc, il faut bien choisir. Donc, nous, le LBO, on le voit... alors, encore une fois, le LBO, ça vient dans un contexte de fonds majoritaires. Il n'y a jamais de LBO, donc de rachat... Buyout. La partie buyout, c'est majoritaire. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir sécuriser la banque, il faut que tu aies accès aux dividendes et au cash flow. Donc, si tu es minoritaire, tu n'as pas accès. En tout cas, tu ne peux pas garantir, même si le majoritaire te dit « je m'engage à verser X montant de dividendes », la réalité, c'est que tu n'as pas accès direct. Donc, il n'y a jamais de financement de LBO non majoritaire. Donc ça, c'est déjà, tu élimines la raison pour laquelle tu ne les vois pas, c'est parce qu'on est sur un marché. Ce que tu dis, c'est que c'est la boîte qui paye la banque, et donc il faut avoir le pouvoir décisionnaire pour payer la banque. Tout à fait, D'accord. tout à fait. Okay. Tout à fait. Parce qu'on endette la boîte, en fait. Alors, dans ce schéma. Oui, en Europe, ici, au Maroc, c'est compliqué, mais en principe, on endette une SPV et ensuite on la fusionne avec la boîte. Et la dette se retrouve au bilan de la boîte. Au Maroc, c'est compliqué parce que tu ne peux pas t'endetter pour acheter tes propres actions dans la loi. Ce n'est pas simple. Donc, très souvent, ce que j'ai vu, c'est des gens qui rachètent avec une SPV, société de projet, qui s'endette et qui rachète la boîte et tu restes comme ça. Tu restes comme ça et puis voilà, ça marche très, très bien. Problème, c'est que les intérêts de la dette ne sont pas déductibles des gains de la cible, alors qu'en Europe, une fois que tu as fusionné, tu as un régime qui permet de déduire. Ça, à la rigueur, ce n'est pas le plus important. Ce sont des nice to have qui améliorent le rendement des gens.
Donc le premier grand sujet, c'est effectivement il n'y a pas de transmission, très peu encore, et donc pas de raison d'avoir des LBO. Après, on en voit un petit peu, mais pas Donc, il y a beaucoup. peu de sessions majoritaires. Majoritaire, Donc déjà, très peu. Il y a on est peu dans de cette fonds situation. majoritaires. Ok. Il y a peu de fonds majoritaires. Après, les corporates qui font les opérations au Maroc, donc les entreprises qui font les opérations au Maroc, qui rachètent, très souvent, maintenant, mettent une part de dette dans l'acquisition. Et structurent une part de dette dans l'acquisition. Alors, c'est pas sur les, on va dire, les ratios. Les ratios, 30, ils sont un peu 70, ouais. ils sont très différents. Plus, peut-être qu'il y a plus d'equity que de dette, d'ailleurs, très souvent. Le 1 pour 1, moi j'entends. Ouais, ça. du 1 pour 1, je suis d'accord. Dans le meilleur des cas, le 1 pour 1 pour les bonnes signatures. Et tu as raison. Et puis, la banque prend un niveau de risque qui est réduit en termes de multiple d'EBITDA maximum, plus tous les collatérales qu'il faut avec, etc. Donc, je pense que il va y avoir des choses qui vont se unlock, qui vont se déverrouiller dans les années à venir au-dessus. Mais il faut qu'il y ait d'abord plus de deals transmission pour qu'il y ait plus d'opérations et donc ensuite plus de LBO. Moi j'avais une question, Hatim, sur l'accès au financement bancaire, qui est aujourd'hui pour la PME marocaine, qui fonctionne bien, qui peut bien fonctionner, mais qui a un plan de développement d'une nouvelle usine, typiquement. On ne va pas la financer parce que on la finance sur ses bilans d'aujourd'hui, et pas sur sa capacité à doubler sa capacité en termes de volume, sur les garanties qu'on va lui donner de l'actionnaire, sur des instruments qui sont pas du tout flexibles, c'est des dettes 5-7 ans amortissables. Et on se retrouve parfois avec des entreprises qui sont très bien gérées, bonne profitabilité, bonne gouvernance, qui en fait n'ont pas forcément besoin d'un accélérateur et qui se retrouvent à ouvrir leur capital pour faire du développement, là où elles auraient pu avoir une autre sortie qui est une dette un peu plus flexible. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce secteur-là? Qu'est-ce que tu penses de cette niche-là? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce que... Moi, c'est une bonne question. Encore une fois, en comparaison par rapport au marché dans les pays développés, le marché de la dette privée, du private credit, il est en plein boom. Et sur... en tout cas... Ouais, dans d'autres pays. Au Maroc, il n'existe pas. Mais donc la dette privée, le private credit est en plein boom. Private credit mezzanine et senior debt donné par des fonds. C'est en plein boom. La plupart des opérateurs de PI qui le font maintenant ont des tailles de fonds sous gestion de dette plus grosses que le fonds de PI. C'est logique parce que les volumes sont plus importants, etc. Sur le marché du LBO en France aujourd'hui, en Europe, les fonds de dette indépendants, les fonds de dette, ils ont peut-être 60% du marché. C'est-à-dire que les banques sont sorties. Aux États-Unis, c'est 70%. Les banques ont quitté même ce marché du financement du LBO parce qu'elles ne pouvaient pas être compétitives en termes de structuration, en termes de délai de traitement. Et parce que, c'est la grande différence, parce que chacun son métier, parce que la banque, elle gère des dépôts. Et donc, parce qu'elle gère des dépôts, elle est régulée. Elle a des niveaux de risque maximum, des ratios, etc., etc. Donc, elle a un appétit pour le risque qui est lié intimement au fait qu'elle prend des dépôts des gens. Et donc, elle ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Un fonds de dette, il prend l'argent d'investisseurs professionnels et qualifiés qui comprennent parfaitement le risque qu'ils prennent en souscrivant au fonds. Donc, ils ont une capacité à prendre plus de risques que les banques. Aux États-Unis, c'est 70% du marché en fonds de dette. En Europe, c'est 50%. Et donc, que ce soit en LBO et sur la partie non-LBO, c'est en émergence très forte. Et donc, moi, j'y crois beaucoup. Moi, je pense que ça va être un des outils de financement sur les 10 à 15 prochaines années. Au Maroc, ça va venir. Il va y avoir des outils de dette privée. On a commencé un peu avec le marché obligataire qui commence à bien prendre, mais qui est sur les gros tickets. C'est-à-dire que si tu veux lever 500 millions de dirhams, sans problème. Marché obligataire, 1 milliard de dirhams, sans problème. Ça prend 3 mois. Si tu veux lever 50 millions de dirhams, c'est impossible sur le marché obligataire, évidemment. Donc ça, tu vas à la banque, on va te proposer, comme tu as dit, si on te propose un CMT 7 ans, etc., marché obligataire, tu ne peux pas. Mais si tu veux avoir un produit structuré un peu différent, tu ne trouves pas. Donc oui, je pense forcément que ce produit va arriver sur le marché un jour ou l'autre. Et quels sont les types de dettes qu'on peut développer? C'est plutôt de la dette senior? Oui, alors tu as les deux. Tu peux avoir une senior debt fully secured, mais que tu vas pricer plus cher qu'une banque
parce que tu vas prendre un peu plus de risque que la banque. Donc, la banque toi, tu vas passer peut-être de 3 fois l'EBITDA à 5 fois l'EBITDA. Tu vas prendre ce risque-là que la banque ne prend pas. Donc elle est secured dans le sens, elle est Il y senior. a des seniors, elle a des garanties. Elle a des garanties, elle est collatéralisée, elle est plus chère, tu prends plus de risques. Mais c'est exactement l'exemple que disait Omar. L'équipe de gestion, elle va vraiment analyser le dossier et voir les perspectives et ensuite prêter. Comme tu peux aller sur une mezzanine unsecured à 12-13%, qui n'est pas senior, qui va permettre de bridger, type lever peut-être 200 millions de dirhams auprès de la banque. Il a besoin de 100 en plus pour compléter son usine et pour couvrir son capital, perdre de la valeur. Autant aller sur une mezzanine qui va durer 3-4 ans et ensuite la refinancer une fois que l'usine est lancée. Boulette. Ouais. Boulette. Payer à la fin. Et très souvent, alors en Europe, on est sur où la dette, c'est pas. Enfin, il y a des entreprises qui ont toujours de la dette et ils vivent avec de la dette et qui rôlent à chaque fois. Cette notion-là, on l'a pas encore dans notre marché. Bon, on n'y est pas encore, hein, c'est normal. Mais il faut pas avoir peur de la dette dans ton bilan. Et il y a des entreprises qui vivent avec de la dette dans leur bilan tout le temps. Après, encore une fois, comme tous les écosystèmes, moi je pense que, tu vois, on est dans une dynamique qui est positive et optimiste, parce que tout se corrige. Donc, comme tous les écosystèmes, il y a tout un environnement juridique à mettre en place. Ces marchés de dette se sont développés partout, Asie, Europe, États-Unis, grâce aussi à des réglementations favorables aux prêteurs. Au Maroc, c'est moins le cas. Donc, il y a en Angleterre, aux États-Unis, on fait défaut, le prêteur, ça va très 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 vite pour avoir accès à ces garanties. C'est une affaire de semaines, il y a un contrat qui est signé, il n'y a pas de débat, tu n'as pas payé, tu m'as donné ça, maintenant ça c'est à moi. Et donc, on ne va pas discuter, il n'y a pas besoin d'aller au tribunal, ni quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Ici, c'est pas ça. Et donc, il y a des procédures juridiques à suivre. Et donc, la réalisation des sûretés est beaucoup plus compliquée et donc freinera, à mon avis, l'émergence d'une grosse industrie du private credit. Mais les choses évoluent aussi avec le temps et les choses se feront, je pense, parce qu'on a besoin de ça. Sur ça, donc il y a la réglementation sur la dette. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans le marché qui pourraient débloquer vraiment l'investissement, le private equity, la dette aussi, mais je veux dire l'écosystème en général? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a d'autres freins que vous voyez, hormis peut-être la réglementation sur la dette? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, des freins pas pour le développement, mais il y a un point d'interrogation, en tout cas, quelque chose où on doit faire très attention. Là, il y a eu beaucoup d'investissements ces 2-3 dernières années dans des opérations. Et il faut réussir à les faire sortir dans 3, 4 ans, 5 ans. Et c'est tout l'enjeu pour ne pas enrayer la machine, pour que ce cercle soit vertueux. Donc, il y a le fonds Mohamed VI qui a injecté de l'argent et c'est super parce que ça a permis de rassurer un peu l'écosystème en entier, hein, des institutionnels aux entrepreneurs, un peu tout le monde. Et je dirais même que l'émergence, enfin, le fait que les institutionnels rentrent sur le marché des PE, ça encore envoie un signal positif et donc j'ai pas très peur où je me dis potentiellement ça pourra être résolu ça. Mais surtout, ça donne une flexibilité par rapport à des dépendances de flux étrangers qui, on ne sait jamais, dépendent de situations économiques qui peuvent changer, géopolitiques qui peuvent changer, et qu'on soit un écosystème qui puisse vivre par lui-même, ça sera... Pour moi, c'est un peu les deux enjeux. Faire des sorties et devenir un écosystème qui puisse être de plus en plus marocain, même de l'entreprise à l'investisseur. Je ne sais pas toi si tu vois des choses. 100% d'accord, Omar. Moi, quand j'étais président de l'AMI, que je l'ai souvent dit, je vais continuer à le dire, on avait avant un private equity au Maroc qui était fondé principalement par de l'argent étranger. Et c'est pas soutenable sur le long terme. On a beaucoup d'échanges avec nos collègues en France dans le cadre de l'association, on échange beaucoup de data, etc. 80% des investisseurs dans les fonds français sont français, 20% sont étrangers. Donc, c'est clair que pour la souveraineté d'un pays, c'est logique que si ton capital n'investit pas chez toi, c'est qu'il y a un problème. Donc, je crois que cette initiative du fonds Mohamed VI, elle va permettre de débloquer ça et qu'on arrive vers un funding de l'activité. Effectivement, 80% de Marocains, 20% d'étrangers, c'est très bon d'avoir l'argent étranger. C'est le signe d'un dynamisme d'une économie. Mais une économie doit d'abord être financée par son capital. Et donc, il va y avoir plein de choses. Donc,
peut-être si on doit réfléchir à une chose qui va aussi encore plus débloquer l'activité, je vois l'émergence maintenant de family office structurés. Donc, comme investisseur jusqu'à présent dans le pays, tu n'avais que des institutionnels. Institutionnels, il y en a un nombre limité. On ne crée pas des fonds de pension tous les jours. Donc, ils sont buy-in, et on les connaît. Donc maintenant, eux, c'est vrai, ils ont joué le jeu. Récemment, ils sont revenus dans la classe d'actifs. Chacun a mis, certains plus que d'autres, dans la classe d'actifs. Bon, eux, maintenant, ils vont être exposés à la classe d'actifs. Leur exposition va augmenter avec le temps, tant mieux. Maintenant, il y a tout un pan de l'économie qui est untapped. C'est l'argent des patrimoniaux, qui, je pense, est en train de se structurer maintenant. Et je vois de plus en plus de patrimoniaux qui, il y a 20 ans, l'exemple classique, c'était la holding qui avait une activité, avait suffisamment d'argent pour dire maintenant on va faire une deuxième activité qui n'a rien à voir, une troisième activité qui n'a rien à voir, une quatrième activité qui n'a rien à voir, etc. Je pense que ça, c'est une limite, parce que très, très souvent, on se rend compte que en fait, on était bon dans une activité, mais c'est pas forcément bon. C'est parce qu'on arrive à faire du packaging plastique qu'on est capable ensuite de vendre des assurances. C'est pas si simple. Il y en a qui ont réussi, sinon beaucoup n'y arrivent pas et se disent nous on a un métier qui nous ramène une source d'income de la famille régulier. Cet income, il est là, il faut le replacer et avec une stratégie family office, les marchés de capitaux, le private equity, l'immobilier. Des vraies etc. équipes d'asset management au sein des family office De plus en plus. De plus en plus. Et donc je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'argent à aller chercher aussi là-bas dans nos métiers. On a beaucoup parlé d'investisseurs. Côté entreprise, est-ce que tu vois des freins ou des choses encore à débloquer? On parle souvent de la profondeur de marché. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, il y a encore des problématiques ou c'est derrière nous les sujets de profondeur de marché? Le pipe, il est bon pour vous? Moi, je pense que sur toute la gamme de tickets, il y a du pipe et du deal flow. On est dans une situation qui est bien meilleure qu'il y a 15 ans. Pourquoi? Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais qui est très important. C'est qu'à mon sens, on est en train de voir une réduction historique de l'informel, même dans certains secteurs traditionnellement informels. Pourquoi? Parce que je pense que maintenant, avec des taux d'imposition qui sont entre 20 et 25%, il n'y a vraiment aucun intérêt à commencer à avoir des double books et ça n'a plus aucun sens. C'est-à-dire que les gens qui le font, pour moi, ils le font par habitude, mais ça n'a plus aucun sens. C'est-à-dire que tout le risque que tu prends alors que tu as une imposition entre 20 et 25%, et j'entends maintenant beaucoup de gens qui sont dans une phase totale de transition, quitter l'informel vers le formel. Et donc ça, c'était du deal flow qui n'existait pas, qui est en train d'arriver dans le possible, puisque nous, on a besoin d'avoir évidemment du formel. Donc je pense qu'il y a tout ce pan qui est en train de rentrer dans le rang, avec tous les efforts qui ont été faits fiscalement pour inciter les gens à rentrer dans le rang. Et c'est une excellente chose pour notre économie. Puis voilà, je pense le reste vient avec le temps. On est un pays où, traditionnellement, le Maroc, on n'a jamais été un pays avec du 9% de croissance. On a un pays qui a fait du 3,5 parce que c'est culturel. Je pense aussi qu'on donc les choses prennent du temps à évoluer. Le grand pas sur la transmission dont on a parlé tout à l'heure, qui va générer beaucoup de deal flow, va venir. C'est une question d'années pour moi et il va créer des opportunités incroyables. Moi, je vois un truc quand même, depuis le début de la discussion, et c'est très encourageant, c'est que tout l'écosystème bouge. Des investisseurs, des institutionnels, de l'État, des entrepreneurs, des sociétés de gestion, ils sont tous professionnalisés durant les 10 dernières années. Et ce qu'on voit, c'est que tout le monde bouge, mais surtout dans la même direction. Et je pense que c'est là où on voit que l'avenir, en fait, j'ai pas envie de dire il est radieux, mais en principe, il va y avoir de belles choses dans ce secteur-là parce que les gens bougent tous dans la même direction. Et tu as oublié quelque chose d'important. Enfin, je rajoute quelque chose. Les conseils de ces gens-là, non, c'est conseils financiers, conseils juridiques, conseils fiscaux, conseils stratégiques, conseils ESG. Tout cet écosystème, on l'a construit à Casa, au Maroc. On l'a construit, qui n'existait pas il y a 15 ans. Je veux dire, les banques d'affaires structurées, il y en avait quelques-unes, mais tout ce travail qui est mené, que tu regardes un rapport de due diligence d'un Accuracy ou d'une boîte marocaine,
d'un conseiller marocain, c'est hyper qualitatif. Connaissant d'autres juridictions, tu n'as pas du tout ce niveau de qualitatif. Donc je pense que cet écosystème a évolué. Les avocats maîtrisent parfaitement les sujets, ça va très très vite. Moi, je me souviens de conversations délirantes il y a 15 ans où toi, tu prenais un avocat professionnel dans le M&A, mais l'autre partie prenait son avocat qui fait son divorce et sa fiscalité. Tu peux pas avoir... on ne progresse pas dans la discussion, c'est impossible, c'est deux mondes différents. Donc là, maintenant, c'est plus simple, parce que l'entrepreneur son conseil va lui dire, je te recommande tel ou tel avocat, spécialiste, et donc les choses vont plus vite. Donc oui, je suis d'accord, l'écosystème, on l'a construit, il est de plus en plus qualitatif. Je pense qu'on peut finir sur ça. Merci beaucoup. Merci Hadi, merci Omar. Merci pour l'invitation. C'était un l'invitation. plaisir de discuter et Merci. c'était super intéressant. Merci à toi.